Hey, salut tout le monde. Donc, on va vous laisser quand même quelques temps pour vous connecter. On va faire un petit débriefing ici en commençant notre live. Mais bref, bienvenue parmi nous. Je suis en compagnie de Éric Deschamps et JC Lemay. Ça va les gars? Salut! Yes! Yes, Salut ça tout va le bien, monde. ça va bien. Yes, fait que c'est ça. Fait qu'on va laisser pas mal le temps à nos participants de se connecter. Comme ça va. Bon, avec notre écran d'accueil, il n'y a pas beaucoup, il y a pas de son et tout ça. Donc, des fois, ça laisse sous-entendre que ça fonctionne pas nécessairement. Donc, nos invités qui sont en ligne, si vous voulez juste commenter, en fait, pour nous dire que l'image est correcte et que le son est correct également, ben, ça serait super. Comme ça va nous sécuriser aussi pour qu'on sache que tout fonctionne bien. Donc, peut-être si vous voulez, on peut peut-être juste faire un petit wrap-up là, de notre dernier mois de photos, les gars. Comment ça s'est passé pour vous autres? Avez-vous eu des belles occasions de faire des photos, des belles conditions de lumière et tout ça? Ça a-tu bien Mais en, été? crème, on est gâtés jusqu'à maintenant là, dans l'Est, là, au niveau de la température, du moins. Là. Ah ouais. Autant dans le coin de GC, là, dans le Bas-Saint-Laurent, que par chez nous, en Gaspésie. Là, c'est quand il pleut, c'est comme vraiment intense, puis c'est la nuit. Puis Ouais. après ça, le matin, c'est comme super beau. Ça donne plein d'ambiance. Pour vrai, là, je pense qu'on a passé à travers toutes les ambiances possibles en Ouais, saison estivale jusqu'à maintenant. Là. Ouais. Ah, c'est. ouais, définitivement, il fait beau sans bon sens. Il n'y a pas trop de vent. Pour dans l'eau, c'est parfait. Puis partout, là, c'est vraiment des conditions parfaites, honnêtement. Puis les journées sont encore longues. Fait que ça nous donne des belles occasions le matin. On se repose, des belles occasions le Ouais. soir. C'est le numéro un, là. Mm. Ouais, Ouais, c'est absolument. nice, c'est nice. Ben, ici aussi, on n'a pas eu ben de pluie, justement. C'est pas super bon pour la forêt ou pour le terrain, mais bon, c'est Ouais. un moindre mal. On reste au sec et fait que c'est quand même le fun. Tu sais, on s'entend des photos dans la pluie, c'est le fun, c'est beau, mais Mhm. ça reste quand même que c'est assez inconfortable. Effectivement. Ouais. Effectivement. Bon, fait que pas mal tout le monde nous confirme que tout est beau pour le son puis la vidéo. Fait que sans plus tarder, on va commencer. Fait que dans le fond, pour ceux qui se joignent à nous, on a un bon petit programme. Dans le fond, on s'est parlé de quelques sujets duquel on allait parler aujourd'hui. Et ben en fait, c'est inspiré un peu également de l'actualité, vous allez voir. On a quand même quelques sujets justement qui parlent de ce qui se passe dans la ville, dans la province de Québec et ben aussi au niveau de certains équipements qui sont sortis. Donc, en fait, pour commencer, on a pensé vous présenter parce que bon, on avait pensé, la dernière fois, on avait parlé justement d'une de nos photos coup de cœur qui datait de quand même un bon petit moment. Et ben, on a suivi un peu les suggestions que les gens nous ont fait et ben, on va refaire la même chose puis on va vous présenter également cette photographie-là. Donc, on va commencer avec justement notre photo coup de cœur du dernier mois. Et peut-être que JC, si tu veux commencer, je vais mettre ta photo pour que tout le monde puisse la voir. Et voilà, c'est en nom. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton choix, pourquoi tu as choisi cette photo-là? Et c'est ça, c'est libre à toi. Ouais, exact. Mais en fait, j'ai opté avec une photo qui était particulière au niveau de la technique plus, parce que je me suis dit que ça pourrait intéresser les gens de voir quelles options on a quand on fait de la photo qui est sous-marine, fait qui est dans l'eau, puis qu'est-ce que ça prend au niveau des technicalités, au niveau du boîtier, les ajustements, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser justement tout ce qui est lumière en dessous de l'eau, Mhm. mais aussi également au-dessus de la surface pour avoir un paysage sur terre puis en mer, pour avoir le over-under qu'on appelle en anglais. Sans que ce soit nécessairement ma photo coup de cœur au niveau de la composition et autres, je trouvais que justement le côté technique était trippant pour tout le monde. Fait que quand je mets mon appareil photo dans mon boîtier étanche, ce qui est important de comprendre, c'est que je peux faire certains ajustements, mais pas toutes. Fait que je peux, par exemple, modifier ma profondeur de champ. Fait que le F avec la grosse roulette sur mon Canon 6D, je peux le faire. Mais je peux pas jouer avec ma vitesse d'obturation. Je peux pas jouer avec mon ISO non plus. Fait que je pars avec mon boîtier avec un ISO 400. Comme ça, j'ai une certaine base de lumière sans qu'il y ait trop de bruit dans mon image. Puis ça me permet de monter justement ma profondeur de champ puis toujours maintenir un niveau de luminosité qui est intéressant, comme dans le cas de l'étoile de mer. C'était en plein jour, mais j'ai pu quand même avoir un ISO 400 puis un F9 pour aller chercher une certaine profondeur de champ Mhm. puis avoir l'étoile de mer en avant-plan avec une bonne netteté puis quand même les rochers pas trop flous en arrière aussi puis une bonne lumière overall.
Après, j'avais une vitesse de 1/250e de seconde, qui est raisonnable. Puis ça permet d'annuler le mouvement de moi qui flotte dans l'eau carrément, là, parce que l'étoile lumière ne bouge pas du tout. Mais moi, j'étais à la dérive presque tout le temps. Fait que ça annule ce mouvement-là, puis ça fige justement la scène. Puis finalement, mais j'étais à 24 mm pour avoir le plus grand angle possible, puis être le plus près possible du sujet aussi. Parce que là, dans le fond, tu es quand même assez proche de ton étoile de mer. Oui, exactement. Parce que ce qui arrive, c'est que plus il y a de l'eau entre l'appareil photo puis le sujet principal, plus on a de chance d'avoir du bruit puis des sédiments dans la colonne d'eau. Puis ça fait en sorte qu'on va avoir une moins bonne netteté, ça va être un peu plus flou. Donc, on veut se rapprocher le plus possible du sujet dans la majorité des cas en photo sous-marine, puis ça nous permet d'aller chercher la meilleure netteté possible. Ah ouais. Je trouvais ça trippant de vous montrer un autre aspect de notre Saint-Laurent, parce que oui, l'eau peut être claire malgré tout ce qu'on pense. Il y a plein de belles choses à voir. Puis je trouvais ça le fun d'avoir ça à Rimouski, entre autres, où moi je suis basé. Là, une petite sortie de paddleboard d'une demi-heure, puis j'ai vu des dizaines d'étoiles de mer, homards, crabes, plein de belles choses vraiment trippantes, dont cette photo-là. Parce que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu embarques sur ton paddleboard, tu fais un bout, tu repères des trucs pendant que tu es sur le paddleboard, puis ensuite tu sors faire de la photo, c'est ça? Ouais, quand la visibilité est bonne, sur le paddle, on a vraiment une belle vue à la verticale, fait que ça me permet de même voir les crabes, voir les étoiles de mer dans la plupart des cas, localiser mon sujet, je me mets à l'eau, puis là je fais de la photo avec le paddleboard, soit sur une plage ou attaché après ma cheville pour pouvoir vraiment pas le perdre, évidemment, parce qu'il faut que je revienne. Mais ouais, fait que ça me permet de bien voir, puis aussi de me rendre un peu plus au large, parce qu'à la nage, avec 24 livres de plomb, parce que je mets des plombs aux hanches pour pouvoir aller dans le fond de l'eau, ça peut être long d'aller loin, là. En planche à pagaie, ça Nice. En tout cas, ben, je te l'ai déjà parlé en privé, mais c'est vraiment une photo que je trouve hallucinante, là, juste par le détail puis tout ça. Puis je pense que justement, ce qui est, en tout cas moi, ce que je trouve super intéressant, c'est des trucs qu'on on n'est pas habitué de voir en photo, mais même à l'œil nu, on n'est pas bien habitué de voir ça. Les gens vont à Cuba, vont aller voir des trucs dans l'eau, mais au Québec, on a des beaux trucs à photographier dans l'eau aussi. Fait que je pense que on a moins souvent le réflexe d'aller dans l'eau au Québec, parce ici, dans le coin, l'eau est quand même froide. Là, elle n'est pas si mal cet été, l'eau est un peu plus chaude que la normale, mais ça reste froid puis moins accessible. Puis souvent, une journée sur deux, on voit vraiment moins bien. Et j'ai été chanceux d'un point de vue d'étoile de mer, parce qu'en surface comme ça, c'est très rare aussi. D'habitude, c'est un petit peu plus en profondeur au moins. On commence à perdre des couleurs, tandis que là, on avait les vraies couleurs sans lumière artificielle. Tout était là. OK, bon. Nice. Puis le paddle, c'est vraiment un outil que je trouve débile, parce que, moi, en kayak de mer, pour vrai, j'ai jamais vu une seule étoile de mer de mon kayak de mer. Fait que, la perspective est tellement différente de quand tu es comme assis sur l'eau à t'es debout sur l'eau. Là. Ouais. Au moins, ça donne une encore plus belle visibilité. Fait que c'est vraiment cool. Effectivement. Nice. Cool. Fait que ça faisait pas mal le tour pour ta photo? Ouais, c'est pas mal ça. Yes, vous partager un peu. Super intéressant. Merci d'être. Donc, on va passer à la photo de notre ami Eric. Je sais pas pourquoi ça me surprend pas trop, une photo d'orignal. Ah là là, Yes, quel moment pour vrai. Là. Je suis comme un peu encore sur le thrill de ce moment-là qui s'est passé. Là, on est quoi? On est jeudi, qui s'est passé samedi dernier. Dimanche dernier, en tout cas, en fin de semaine dernière. Puis c'était vraiment extraordinaire, parce que je partais avec un journaliste dans le but de l'amener avec moi en expédition d'arrière-pays, en portage. On allait camper dans le bois en quelque part, sans trop d'attente. On était juste comme à l'écoute de ce qui allait se passer aux alentours de nous. Puis ce matin-là, pendant la nuit, on avait fait la Voie lactée. C'était vraiment magnifique. Il était rendu à peu près 1h30 du matin. Il faisait fret, là. Fret. Là. Il faisait genre 8. On a dormi. On s'est réveillé. Il faisait genre 4. Puis moi, j'étais sur mon hamac. Je ne m'avais pas amené de sleeping rien. Moi, je pensais dormir à 15 degrés. Là. Ouais. Non, je me suis réveillé sur mon hamac complètement. Genre, je gelais raide. Là. Fait que de 2h30 jusqu'à 3h30, comme je visualisais, je regardais l'eau, je regardais les arbres. J'étais comme, ça serait cool de voir un orignal là. Puis à 3h30, à peu près 3h35, c'est Martin, le journaliste, qui dit « Hey, il y en a un juste là. » Comme il y en avait un juste là. Puis on avait établi notre campement à peu près à 15 mètres du lac. Puis au travers des arbres, c'est des épinettes, c'est des vieilles épinettes noires, là, licheneuses, avec
peu de branches à peu près jusqu'à 20 pieds du sol. Fait qu'on voyait quand même très, très, très bien le lac aux environs. Puis on l'a vu, là, la tache noire au loin, comme se nourrir dans les petites algues vertes. Il faisait pas jour, mais pas pantoute. Là. Il faisait pas un son. Puis là, on a juste porté à l'oreille, tu sais, puis on entendait le petit flacotement de l'eau. Ah, c'était vraiment capoté. Fait qu'on a attendu que la lumière se lève. C'était vraiment spécial parce qu'on bouffait. Puis l'orignal était comme à 150 mètres de nous. Lui aussi était en train de manger. On faisait pas trop de bruit. Puis on était comme, OK, on va attendre que la lumière arrive. On va attendre que la lumière arrive. On va se croiser les doigts qu'elle s'en aille pas. Puis finalement, non seulement elle ne s'est pas en allée, mais elle est passée à genre 7 ou 8 mètres peut-être de notre campement. Là. C'est passé juste à côté. Elle a vu notre présence. Nous, on a fait une approche comme à pied. Puis elle est venue super proche de nous. Puis là, après ça, elle est allée vraiment se baigner. Là. Elle est vraiment allée dans l'eau, se nourrir dans l'eau. Fait que là, on a embarqué sur nos kayaks. Puis la photo que vous voyez, elle a été prise depuis mon kayak à 300 mm seulement. Là, puis c'est quasiment plein cadre, là, cette photo-là. On a eu vraiment un privilège extraordinaire d'avoir une proximité comme sur l'eau. Puis c'était vraiment spécial parce que, tu sais, quand elle se met la tête en dessous de l'eau, c'est vraiment drôle parce que ça fait genre des genres de zigzags un peu aléatoires. C'est super sporadique comme mouvement. Fait que, tu sais, quand elle se lève la tête, on ne sait jamais où elle va se lever la tête. Puis, tu sais, je rêvais de cette photo-là où vraiment c'était comme face à moi, là, tu sais, comme vraiment face à moi. Puis ça a pris, je dirais peut-être environ 25 fois qu'elle s'est sortie la tête. Puis j'étais comme, ah, il en manque encore un peu. Ah, il en manque encore un peu. Puis finalement, ça, c'est arrivé. Puis aussitôt que j'ai vu l'eau là, sortir, là, j'ai déclenché puis j'ai pas lâché le piton. Là. J'étais. Je t'ai dit, j'ai atteint mon buffer, c'est sûr. Là. J'étais vraiment au fond, Léon. Puis je savais que j'avais une bonne vitesse. J'avais ma 302.8, fait que j'étais à 3.2 pour avoir le meilleur piqué possible. Puis j'étais à 1/2 millième, là, puis le soleil venait de se lever il y a genre 5 minutes. Là, fait que c'était vraiment parfait. Tout était parfait. L'eau est figée. Elle avait des belles herbes dans la bouche. Ben oui. Puis, il y a même une grande là, qui descend de l'oreille. Ben oui, de son oreille. Ouais. Non, c'était capoté. Puis tu sais, je trouvais ça cool de voir. Parce que quand ils se lèvent comme ça, ils mettent toujours leur oreille de cette manière-là pour pas que comme la cavité de leurs oreilles se remplisse d'eau. Fait que là, elle a sorti, puis j'avais jamais remarqué qu'il y avait ce genre de voile transparent-là sur leur museau qu'on peut voir dans cette photo-là. C'est vraiment... tu sais, j'avais jamais même pensé que l'eau ruisselait autant sur eux. C'est parce qu'en fourrure d'été puis en fourrure d'hiver, tu sais, mettons, j'en ai vu en juin, puis ils sont beaucoup plus joufflus là, en juin avec leur poil d'hiver qui est en train de muer. Mais là, c'est vraiment une fourrure d'été. Fait que l'eau, là, c'est fascinant de voir à quel point qu'elle ruisselle sur eux. Ah ouais. Je me rappelle pas si c'est l'orignal, mais je pense que... Mais il me semble que c'est l'orignal, mais c'est leur poil, c'est des espèces de tubes. Je pense pour que... Mais je me rappelle pas si c'est l'été ou l'hiver, mais en tout cas, c'est des petits tubes que l'air peut rentrer dedans. Puis ça fait en sorte qu'elle les isole mieux. Ou en tout cas, je dis ça sur toute réserve, mais il me semble que j'ai déjà lu ça quelque part. C'était assez impressionnant, mais tu sais, c'est des animaux aquatiques pratiquement. Là, écoute, c'est fascinant là, de voir à quel point qu'elle s'est déplacée. Tu sais, elle est sortie de l'eau à peu près 45 minutes suite à cette photo-là. Puis la vitesse à laquelle elle se déplaçait dans l'eau, ça m'a fiberglassé. Tu sais, quand on dit que les orignaux vont aller chercher des plans d'eau pour fuir les prédateurs comme le loup et le grizzly, etc., ben là, je l'ai vraiment cru parce qu'elle se déplaçait. Écoute, elle faisait des vagues devant elle, là, puis elle marchait au fond de l'eau, puis c'était comme non-stop. C'était vraiment spectaculaire. Un beau moment. Un beau moment, puis pas juste pour moi, parce que le journaliste avec qui j'étais, j'ai dit, as-tu déjà vu des orignaux? C'est quand est-ce ton dernière observation d'orignaux? Il dit, je pense que je n'ai jamais vu. Ah ouais. Fait que là, j'ai dit, habitue-toi pas à ça parce que ça peut t'arriver juste dans ta vie. Ah, mais c'est malade. Fait que c'est ça. C'était vraiment fantastique, magique. Ah, ben c'est cool ça. Wow. Très nice. Hey, j'en profiterai juste pour juste dire un petit mot aux gens qui nous écoutent. Dans le fond, si vous voulez aussi partager cette discussion-là pendant qu'on jase pour qu'on ait un petit peu plus de monde qui nous écoute, ça serait super apprécié. Fait que vous pouvez juste appuyer aussi sur le bouton partager puis répandre la bonne nouvelle en fait qu'on fait ce live-là. Donc ça serait super. Donc je vais y aller. T'avais pas mal terminé, Eric? Oui. Ouais, super cool. Fait que je vais y aller avec la mienne, mon petit coup de cœur.
On est dans la thématique de l'eau, là, ce que je vois. On ne s'est pas parlé avant, mais dans le fond, c'est une photo d'un huard que j'ai pris il y a peut-être 2 semaines, en fait. Puis, ben, dans le fond, ce que j'avais trouvé, en fait, c'est un moment quand même assez fort, là. J'ai tourné une petite vidéo pour mettre sur ma chaîne, mais quand même, vous allez avoir un petit sneak peek un petit avant-goût quand même de cette aventure-là. Mais bref, c'est que c'est une famille de huards que ben, je suis dans le fond depuis des années, là, que je vais photographier vraiment à tous les ans avec les bébés et tout ça. Et ben, dans le fond, à cet endroit-là, j'étais allé faire un petit repérage là, avant d'aller faire de la photo. Je testais mon nouveau kayak en même temps, puis je me suis dit, bon, je vais aller faire une petite sortie. Puis bref, là, il y avait du vent, c'était vraiment pas beau. Tu sais, l'eau, tu sais, quand on photographie sur l'eau, ça prend quand même des belles conditions pour que ça soit au final quand même assez beau, parce que ça peut être quand même vite pas trop élégant. Et donc, bref, donc je vois la famille de UA avec les bébés un peu au loin, aux jumelles. Je m'approche un peu, puis bon. J'ai fait quand même quelques photos. Là. J'avais apporté mon 100-400, mais bref, c'était pas trop une soirée de photos. Donc, j'y retourne un matin où il annonçait justement pas de vent du tout. Donc, j'arrive sur place. Il y a un peu plus de vent que prévu, puis c'est un immense lac. Fait que du moment que le vent pogne, ben là, c'est pas long que ça fait des petites vaguelettes. Là, donc, c'est pas super pour la réflexion et tout ça. Et donc, bref, quand j'arrive, ben là, je vois en fait deux huards qui passent au-dessus donc de ma tête en volant et donc en criant. Donc là, c'est un peu bizarre parce que normalement, tu vas en avoir un qui va faire ça, l'autre reste avec les bébés. Et ben là, à ce moment-là, le huard qui reste protège les bébés. Et l'autre, dans le fond, souvent, il fait des tours pour aller intimider les autres couples qui voudraient s'établir là ou les autres individus qui voudraient venir s'alimenter sur le lac. Et ben là, en fait, là, j'en vois deux passer. Donc, c'est quand même pas tellement un bon signe parce que c'est un endroit où il y a quand même quelques plaisanciers qui vont. Puis bon, des accidents, ça peut arriver aussi. Donc, là, je capotais un peu. Je me dis, bon, là, il y avait un petit. Je trouvais ça un peu intense. Puis je commençais à m'inquiéter un peu pour les bébés. Puis là, bref, je m'en vais dans le secteur où ils sont habituellement. Puis là, ben, il n'y a pas de huard, pas de bébé, il n'y a pas rien. Fait que là, j'étais, oh merde, là, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, ben, à un certain moment, là, il y a deux huards qui arrivent en vol. Après ça, il y a un autre huard, un autre huard, un autre huard. Là, il était rendu 5 huards, 5 adultes. Donc au même endroit, puis là ça s'est commencé à chamailler, à se battre avec ils font comme marcher un peu sur l'eau avec les ailes ouvertes pour essayer d'intimider les autres et tout ça. Et bref, là dans ma tête, ça me dit c'est fini, tu sais, les bébés sont morts, ils ont été puis il y a d'autres oiseaux qui veulent reprendre le territoire et tout ça. Et fait que dans le fond, ben à un moment donné, ça commence à se disperser, ça a duré quand même le manège peut-être un bon 30-40 minutes. Et ben là, à ce moment-là, là, il y a deux groupes de deux et un autre seul qui s'en va un peu plus loin. Et ben là, à ce moment-là, après ça, bon, je commence à suivre un des groupes de deux. Tu voyais quand même qu'il était assez à l'aise. Et ben, au loin, en fait, je vois une espèce de tronc d'arbre. Et finalement, ben, aux jumelles, je regarde, puis c'était finalement les deux bébés qui étaient vraiment. Ils avaient été laissés, mais il y a peut-être à je sais pas, 1 kilomètre de où on était lorsqu'il y a eu la bagarre et tout ça. Fait que finalement, j'étais vraiment content que les bébés soient vivants. Tu sais, c'est comme, c'est pas comme mes bébés à moi, mais tu sais, c'est chaque année, on va je vais les voir, tout ça. Tu sais, on développe quand même un certain lien d'attachement. Et là, ça a vraiment été un moment assez fort. Puis là, dans le fond, c'est ça, c'est là que j'ai pris cette photo-là. Puis en fait, il était rendu quand même assez tard. Il y avait eu pas mal de brume le matin, mais pas de lumière. Puis là, après ça, la brume s'est levée, puis la lumière est arrivée. Fait que ça a comme été un mix un peu weird. Mais bref, le soleil rentrait sur les huards. Puis là, ben, il y avait cette espèce de pénombre-là en arrière. Toute cette ombre-là qui était avec comme une espèce de petite presqu'île. Là. Donc, ça créait une lumière qui était vraiment intéressante. Donc, la lumière était assez dramatique. Puis le moment aussi était quand même assez intense. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, bref... ça ressemblait pas mal à ça, mon petit
mon petit moment de ce mois-ci, des petits moments forts. C'est difficile de choisir hein, quand même. Ouais. On a quelques Ouais. petits moments, mais voilà. J'en profite, je fais juste mentionner, là, il y a quelques quand même commentaires tu sais, qui parlent des photos et tout ça. Tu sais, puis il y a quelqu'un qui disait, j'espère que vous allez prendre le temps de lire les messages. Bien entendu, on va prendre le temps de lire les messages par la suite. C'est difficile Oui. quand on parle qu'on jase, puis finalement de continuer à lire les messages. Là. Fait que c'est un peu difficile, mais oui, après ça, bien sûr qu'on prend le temps de vous lire. Donc, je vais juste revenir ici à notre discussion. Voilà. Donc, ça fait pas mal le tour pour nos 3 photographies coup de cœur. J'espère que les gens à la maison ont pas mal aimé, mais à voir les commentaires, je les vois passer rapidement ben, dans le fond, les gens ont pas mal l'air à apprécier. Ensuite, sujet fort, je pense, du moment. Ouais. Ça fait pas mal les manchettes aussi, spécialement dans ton coin, Eric. Ouais. Ben c'est ça, je pensais que c'était un bon moment qu'on puisse parler justement du surachalandage dans les lieux naturels. Bon, on voit un peu ce qui se passe en Gaspésie. Les plages sont pleines, les gens laissent traîner leur cochonnerie un peu partout. Ça roule avec les voitures sur les plages, ça détruit la végétation sur place. Donc c'est assez... c'est un peu, Problématique. ouais, c'était problématique, c'est un peu aberrant. Fait que, ben, tu sais, dans le fond, peut-être par rapport à justement ce qui se passe en Gaspésie, mais là, c'est parce que c'est là, c'est présentement, mais tu sais, Ouais. c'est de même partout. Je suis allé sur la Côte-Nord, puis j'ai trouvé des déchets un peu partout de mon côté aussi, mais peut-être spécifique, ben, pas spécifiquement sur la Gaspésie, mais peut-être avoir votre opinion un peu sur ce phénomène-là. C'est sûr que je pense que c'est accentué par la COVID, justement, du fait que Ouais. on est pris, entre guillemets, au Québec, là, mais bref, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vas-y, Ben, DC. moi, je vais parler pour le Bas-Saint-Laurent parce que je pense que c'est généralisé à un peu partout sur le territoire québécois. Puis moi, je suis à Rimouski, puis même ici, on le voit, on le ressent. Là, il y a des sites qui sont ultra populaires, puis avec raison parce qu'ils sont magnifiques, sauf qu'il y a un certain manque d'éthique au niveau du campement. Puis moi, j'ai aucun problème à camper dans des endroits comme ceux-là tant que ça se fait dans le respect, dans le sens où on laisse aucune trace. T'arrives le soir, tu repars le lendemain, puis c'est comme si ça n'avait jamais été là. Moi, ça va. Puis quand on respecte les citoyens du coin aussi, on a vraiment un lieu près du Bic, justement, qui a été abusé. Là, je vais carrément utiliser ce terme-là. Puis ça a été problématique au point où il y a de la nouvelle réglementation qui est instaurée. Puis c'est vraiment dommage pour les gens qui habitent dans le coin, puis pour les touristes aussi, en fait, qui pourront plus en profiter pleinement parce que le stationnement est limité de telle heure à telle heure, parce qu'on peut plus camper à tel endroit, juste parce qu'un certain groupe d'individus ou quelques personnes ont pas pris le temps de regarder à quel point le lieu était fragile, naturel et important à préserver. Puis je pense que c'est la même chose en Gaspésie. Eric pourra peut-être en parler un peu plus dans son coin, mais juste savoir ce qui se passe dans les médias, je trouve ça dommage. Puis c'est pas nouveau là, qu'il y a des gens dans l'Est du Québec qui vont visiter. Là, oui, c'est certain qu'il y a un bon engouement, puis il y a un bon achalandage, puis beaucoup de visiteurs, mais je veux dire, ça n'a jamais été aussi problématique et discuté que cette année. Puis je trouve ça dommage que ça devienne un problème à ce point, puis qu'il y ait des lieux qui sont carrément fermés aux gens parce qu'il y a un manque d'éthique. Puis c'est plate. C'est vraiment plate pour la nature, surtout, puis pour les gens aussi. Là. Mais tu sais, je sais pas si c'est ben justement, comme tu parles, au niveau d'un manque d'éthique ou peut-être un manque de connaissances ou même d'intérêt envers la nature. Je pense que c'est des... Tu sais, parce que bon, la Gaspésie présentement, les gens vont chercher beaucoup les plages, tu sais, puis c'est peut-être pas justement des gens qui sont, tu sais, je vais mettre ça entre guillemets, mais qui sont peut-être plus habitués justement avec des voyages dans le sud, aller à Cuba, où ben là tu fais un peu ce que tu veux, il n'y a pas de... Ben, il y a probablement eu des enjeux quand ils ont fait les hôtels au début, Absolument. mais présentement, il n'y a Absolument. plus ça. Mais comme les plages en Gaspésie, ben, il y a des oiseaux qui nichent à proximité, il y a des herbes qui retiennent le sable, il y a il y a plein, il y a un écosystème quand même autour de ces plages-là. Et ben, c'est des plages qui étaient fréquentées par, je sais pas, quelques centaines à l'année avant, puis là, ben, c'est quelques centaines à l'heure présentement, là, fait que c'est sûr que... Ouais. c'est peut-être justement, c'est ça, c'est peut-être des gens qui sont peut-être pas sensibilisés à ça, mais comment qu'on peut... j'ai de la misère à voir comment qu'on pourrait le faire là, présentement,
sauf par une réglementation qui fait que, bon, OK, on interdit le camping ou on interdit l'accès tout simplement. Là. J'ai de la misère à voir comment que ça pourrait finir autrement que comme ça. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça prend. Tu sais, ça prend. Je pense que, en tout cas, tu sais, nous, en tant que photographes, je pense que notre grain de sel qu'on peut mettre dans toute cette histoire horrible-là qui est en train de se passer, c'est de l'éducation par nos images, tu sais. Exact. Non loin de chez moi, à Captcha, il y a un petit nid de pluvier qui le dire que j'observe année après année. Puis l'autre fois, il y avait 4 Jeeps, genre, sur la plage la semaine dernière qui se faisaient un feu, mais genre, c'était un deuxième soleil, là. C'était un sac de feu, là. C'était un énorme feu, puis c'était juste à proximité. Puis, tu sais, il y a comme un spot où il y a des belles petites herbes, là, où le pluvier, là, nichait, puis ça a tout été brûlé. Tout. Tu sais, comme tout a été brûlé. Fait que, tu sais, le Leave No Trace, là, c'est aussi pour les feux, puis les gens ne réalisent pas. Là, tu sais, je veux dire, quand on fait un feu sur le bord d'une plage, que ce soit n'importe quel style de feu, là, on n'est pas supposé de laisser aucune trace. Le lendemain matin, c'est pas supposé. On n'est pas supposé dire ah, il y a un feu ici, ou ah, il y a eu telle affaire ici. Encore moins brûler des affaires qui n'ont pas d'allure comme ça, tu sais. Tu sais, il y a des oiseaux, comme tu dis, Jay, il y a des oiseaux nicheurs qui sont en train de se faire ramasser. Il y a des oiseaux migrateurs qui présentement font un pit stop en Gaspésie. Je pense aux courlis-corlieux, je pense aux pluviers argentés, je pense aux pluviers bronzés, que moi, je vois année après année, à peu près de la mi-juillet jusqu'à la mi-août. Puis jusqu'à maintenant, je n'ai vu aucun. Aucun pluvier argenté, aucun pluvier bronzé, aucun courlis-corlieux. J'ai rien vu, rien vu. Tu sais, il y a du monde vraiment partout. Genre, la Gaspésie est plus que pleine et genre débordée, là. Les poubelles publiques sont pleines, les gens continuent de mettre des déchets là-dedans. Les poubelles des parcs nationaux sont pleines, les gens continuent de mettre des déchets là-dedans. Ça tombe par terre, c'est épouvantable. Mais moi, ça me prouve que c'est pas tous les usagers de la nature qui sont nécessairement sensibilisés à la fragilité dans le milieu qui fréquentent. Tu sais, une plage, là, c'est pas juste pour des beach parties. Là. Il y a plein, comme tu dis, il y a une biodiversité incroyable, là, autant qu'en forêt, là, et sinon même plus. Là. D'ici, tu peux le confirmer. Là, tu sais, faut faire attention. Tu sais, aujourd'hui, je voyais une photo du secteur sud du parc Forillon avec genre 200 chars à la queue leu-leu, non-stop. Tu sais, moi, je me suis mis dans la peau d'un orignal là, qui est habitué de fréquenter un peu chaque bord de la route peinard. Puis là, il y a des chars non-stop qui roulent en permanence pendant toute la journée. Tu sais, moi, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup d'animaux malheureusement, qui ont adapté leur comportement face à toute cette abondance d'humains-là, là, présentement. Puis moi, c'est ça que je trouve le plus triste. C'est qu'on est en train de modifier certains comportements animaux à cause de ça, justement. Là. Ouais. Mais ça prend l'éducation. C'est notre devoir à nous c'est sûr de que, par justement, nos images. Par les images qu'on... Puis tu sais, c'est bête, mais je ferais peut-être un cours parallèle avec ça, mais tu sais, la situation en France, c'est pas... mais par rapport au renard, par exemple, je sais que les médias sociaux, avec les images et tout ça, il y a beaucoup d'éducation qui essaie justement de se faire, de sensibilisation. Ben, c'est nos images ici, c'est bon, c'est pas le même contexte, mais justement avec dans les parcs nationaux puis tout ça, de montrer ces beautés-là, avant tout, on veut partager justement, puis de nos côtés, on veut aussi inciter les gens à venir découvrir cette nature-là, mais puis je pense que par les histoires qu'on raconte au travers, un peu les behind the scenes, avec les histoires qu'on raconte aussi, je pense qu'on fait aussi la promotion de l'observation de cette nature-là, mais de manière respectueuse aussi, puis de manière durable, si on veut. Mais tu sais, c'est difficile parce qu'on n'a quand même pas accès à un large public par rapport à la population du Québec puis de l'Ontario aussi, parce que moi, quand je suis passé, je suis allé au début du mois de juillet, puis c'était avant le gros rush, là. Je pense que quand même que ça a commencé en Gaspésie, puis je veux dire, c'était fou aussi, là. Il y avait commencé à avoir du monde, là. C'était quand même tolérable encore, mais il y avait beaucoup de monde de l'extérieur aussi, fait que c'est... Mais en tout cas, c'est un sujet, je pense que c'est assez poignant, ça vient quand même chercher quand on voit des plages remplies de déchets, on a beau quand même,
moi, bon, quand je marche, souvent je ramasse ce que je trouve, Ouais. mais à un moment donné, tu sais, on peut pas se ramasser avec un camion de poubelle sur le dos, là, tu sais, il y a quand même... Ah, ça. tu sais, j'ai vu des scènes, je veux dire, c'est horrible, là, c'est Ouais. incroyable, là. Et puis c'est drôle, aux nouvelles, tantôt, il parlait justement qu'il y a des habitants à Percé, ils se lèvent le matin, puis hop, il y a 4-5 tentes de piquer chez eux sur le terrain en avant. Je veux dire, c'est incroyable. Ah ouais. Là. Ah ouais. Puis tu sais, j'imagine, là, après, tu sais, on parlait justement de la faune qui probablement va modifier quand même ses habitudes à court terme Ouais. par rapport à la présence humaine, mais tu sais, moi, j'ai toujours été quand même un grand fan du boondocking, là, c'est-à-dire, tu sais, d'arriver, je vais aller faire de la photo à quelque part, je vais juste arriver dans une halte, je dors 2-3 heures la nuit, puis je repars le lendemain, ou, Ouais. tu sais, t'arrives à un spot très tard, tu te couches pour être sur place, ou, tu sais, à des endroits qui sont légaux, que ça dérange pas personne, mais, tu sais, ça, après cet été, j'ai vraiment de la misère à comprendre de quoi ça va avoir l'air, tu sais, après tous les abus et tous les excès qu'il va y avoir eu cet été, je veux dire, c'est complètement... Ouais. c'est hallucinant. Non, non, Ouais. c'est ça. C'est qu'il y a de l'excès. Ouais. Il y a de l'excès épouvantable. Il y a des gens là, par chez nous à Capcha là, qui sont parqués depuis 2 mois là, dans une Ouais. halte routière. Ils n'ont pas bougé. Là, genre Ben, c'est 2 mois. Là. C'est un peu ça, là, tu sais, c'est vraiment... c'est à l'opposé complètement de ce qu'on est comme censé faire. On est supposé vraiment passer en coup de vent à un endroit, alors Exact. qu'il y a du monde, tu sais, au lieu... Ben là, en plus, en Gaspésie, je veux dire, quand tu trouves pas aucun hébergement, aucun camping ou rien, ben, tu sais, c'est comme plein, là, tu sais. Il faudrait que le message passe que, ben, tu sais, c'est peut-être Ben, pas c'est le temps d'y exactement. aller, là. Ouais. Puis, ben là, au lieu, ben, les gens, justement, c'est ça, s'ils couchent dans des haltes routières pendant deux semaines de temps, ben, tu Ouais, ben, sais, c'est ça. Ben, c'est exactement ça. Je pense que présentement, là, le message là, à lancer, c'est comme planifiez vos trucs. S'il n'y a pas de place nulle part, modifiez vos trucs puis allez ailleurs. ben, c'est ça, en C'est plus, au Québec, tu sais, c'est pas qu'on veut pas de monde, là, c'est juste que là, c'est plein. C'est ouais. franchement plein. Là. Mais C'est tu sais, pas, je veux dire, je vais errer. Là. Non, non. la Côte-Nord, la Mauricie, Charlevoix, tu sais, Ah, il y a la 1000 baie places. James, le Saguenay, tu sais, je veux dire, le Québec est rempli de beaux sites, là. C'est beau, la Gaspésie, mais tu sais, moi, personnellement, en tout cas, j'aurais peut-être pas de plaisir présentement à aller en Gaspésie, là. Je suis pas certain, là, tu sais, Ah non, il y a du mais monde. tu sais, on est quand même, je pense, pour faire ce qu'on fait aussi, on est quand même assez solitaire dans nos sorties, là. Fait que d'entendre du monde crier puis de voir du monde partout, je pense que ça serait Ouais. difficile quand même. Ouais, en même temps, c'est difficile pour les gens parce qu'il y en a certains que leurs 2 semaines de vacances dans l'année au complet, c'est là, tu Ouais. sais. Fait que Ouais, planifier ça, c'est ça. Faudrait peut-être, c'est peut-être à remettre en question aussi, là. Je des pense que je Ouais, lisais 25% de la population qui est en vacances durant les 2 semaines de la bon, hein. construction. Fait que c'est du monde en Ouais. crime, là. Oui, mais ça, c'est vrai Ouais, que ça va c'est voir. une question de sensibilisation, comme vous le disiez les deux, puis c'est une question de respect aussi. C'est de penser à Ouais, des gens qui habitent là à l'année puis qui voient leur site se faire envahir littéralement. Puis après Ouais. ça, ben, de respecter les gens qui sont là, respecter la nature. Puis tant que ça se fait dans le respect, moi je pense que les gens de la Gaspésie puis d'ailleurs vont être plus qu'heureux d'accueillir tout le monde, là. Ouais, c'est ça, exact. Absolument. Bon. Ouais, absolument. Ouais. Bon. Mais en tout cas, on va vous souhaiter la meilleure des chances pour la suite, là. Je pense que ça devrait se laquer quand même dans une semaine, mais que ça s'est fini les semaines de la construction, là. Ça Ouais. je pense que là, on est dans le pic du pire, Ouais. mais... Mm. Ouais. Ben là, on va repartir sur un sujet qui est... ben, pas nécessairement plus joyeux, là, dans le sens qu'on on va parler de quoi de plus difficile, mais quand même sur une note un peu plus... quand même positive que... Mais je voulais qu'on parle de justement ce qu'on trouve le plus difficile en photographie de nature. Que ce soit au niveau de la prise de vue, de l'approche, la température, ou peu importe. Je voulais avoir vos opinions là-dessus. Peut-être JC, si tu veux commencer. Ouais, c'est qu'il y a tellement de choses pour vrai, là. Pas nécessairement difficile parce qu'on le fait toujours par plaisir, mais qui offre un certain challenge, mettons, on va dire ça comme ça. Ben, en premier lieu, les conditions météo, tu sais, c'est loin d'être tout le temps parfait, mais chaque condition va apporter son ambiance particulière. Fait que je pense qu'il y a tout le temps de quoi à faire, honnêtement. Qu'il y ait trop vent, de la pluie, peu importe. Le plus gros des défis n'est pas tout le temps là. Perso, c'est en photographie animalière, c'est de trouver les sujets des fois pour vrai, là. T'as de quoi en tête, puis tu te dis, il va y avoir telle affaire à telle place, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, puis tu n'as aucun contrôle là-dessus. Mm. Il y a un bon travail de planification, puis de révision, puis d'observation, puis de traquage, mais malgré tout, tu as beau faire tous les efforts du monde,
tu peux passer une semaine sans voir aucun animal que tu souhaitais. Puis, tu sais, j'ai littéralement passé l'hiver à travailler sur le lynx, puis j'en ai jamais vu un d'individu, malgré la grande présence de plusieurs spécimens dans le coin, comme c'était flagrant. Là. Puis je ne l'ai jamais vu. Tu sais, j'ai passé l'hiver là-dessus des dizaines et des dizaines d'heures. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça le plus gros défi pour eux avec les animaux, c'est de les trouver, de les comprendre, de les respecter dans leur environnement, puis à la fin, réussir à faire des bonnes photos avec tout ça. Mais ça fait tellement partie du plaisir. Là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, si c'était trop facile, justement, il y aurait beaucoup moins de valeur aux images qu'on rapporte. Là, Absolument. Et toi, Eric? Ben, c'est sûr que, tu sais, je seconde tout ce que JC vient de dire. Là. C'est pas... des fois, c'est beaucoup... des fois, c'est un éternel combat avec sa propre tête, là, dans le sens que tu vis avec du doute, avec des points d'interrogation majeurs, genre, ah, shit, fais-tu la bonne chose au bon moment, de la bonne manière? Puis, tu sais, faut toujours que tu te combattes un peu tes deux petites voix dans ta tête. Fait que, oui, moi, je pense que je seconde tout ce que JC dit. Puis pour peut-être continuer sur ce que JC dit, qu'il faut prendre des bonnes, tu sais, comme, faut saisir le moment pour prendre une belle photo. Ben moi, personnellement, je trouve que c'est ça qui est le plus difficile, c'est de rendre honneur à l'animal qu'on a devant nous avec notre caméra. Puis ça, je trouve ça franchement très difficile. Tu sais, il y a 2 jours, j'étais en recherche de caribous de la Gaspésie que j'ai trouvé. C'est un individu là, que je suis depuis maintenant 3 ans. J'étais terriblement content de le revoir. Cette année, il est encore plus géant qu'il était. Il est vraiment un panache incroyable, un beau coffre, un beau museau, des belles couleurs, des belles pattes, des beaux sabots. Il est vraiment une belle bête. Là. Puis, j'ai fait plus de 1000 photos de ce caribou-là. Je l'ai vu, il s'est couché devant moi, il a ruminé, il s'est même accoté le nez par terre avec son panache, puis il a dormi. J'ai vu la totale, là. J'ai vraiment vécu le moment de rêve. Là. Mais, niveau photo, tu vois, je pense que il n'y a pas une seule photo que je trouve qui lui rend honneur. Ça, je trouve ça tough. Parce que même si on en fait de la photo, puis on en mange, puis on en voit des belles choses, je trouve que des fois, c'est difficile de rendre honneur à la scène, puis surtout quand c'est des animaux sauvages, pour moi. C'est vrai. Ouais. Bien d'accord. Puis ben, je vais faire du pouce sur JC, sur toi, parce que j'approuve pas mal tout ce que vous dites. Mais moi, personnellement, ce que je trouve vraiment le plus... ben justement, peut-être le plus difficile, de rendre la scène, de rendre l'émotion comme on la voit, oui, c'est assez difficile. Mais moi, personnellement, je trouve vraiment ça difficile aussi quand il y a tout l'aspect de la fatigue aussi qui embarque. Parce que, mettons, tu t'en vas faire une rando, tu fais 800 mètres ou 700 mètres de dénivelé, tu dors 2 heures sur le coin d'une... pas sur le coin d'une table, mais tu sais, sur un... mettons, en camping, au froid, ou tu sais, c'est tough pour le corps, tu sais, justement, au niveau de la fatigue. Puis après ça, c'est... avec ces conditions-là, tu sais, bon, des fois, il fait fret, il pleut, peu importe. Mais après ça, c'est de rester créatif là-dedans, puis d'avoir des idées au niveau du cadrage. Ça, je trouve ça vraiment tough. Tu sais, moi, je donne tout le temps l'exemple aussi de... Tu sais, je faisais des photos pour une course d'ultra-trail dans Charlevoix, puis, tu sais, tu fais 650 mètres de dénivelé sur 5 km, puis dans le fond, ben, moi, je monte avec le stock, avec les gros équipements... tout le stock photo, plus la tente, le sleeping et tout le kit, la bouffe, l'eau, puis là, ben, t'arrives en haut, t'es crevé. Puis là, après ça, c'est drôle parce que la dernière fois que je l'ai fait, l'année passée, ben, c'est la seule année où il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de pluie. Puis ben, finalement, ben, j'ai pas dormi pareil. Fait que tu dors 45 minutes parce que là, j'avais tellement peur de trop dormir, en fait, puis pas me réveiller. Fait que là, finalement, mais j'ai pas dormi pareil. Fait que là, mais après ça, il faut que tu restes créatif, faut que tu aies des idées. Tu croises un, tu sais, puis là, bon, au niveau des réglages, tu sais, c'est pas trop, c'est un no-brainer, tu sais, je veux dire, à la longue, on finit quand même par bien gérer ça, mais c'est vraiment au niveau, tu sais, de se placer, trouver le sujet, de le mettre en valeur, mais quand t'es crevé, quand t'es fatigué, puis tu sais, bon, on le sait, on sort vers de la photo très tôt, on se couche tard, on fait un peu de photos de nuit. Fait que finalement, tu sais, c'est tellement tough sur le corps. Puis là, ben, avec la fatigue, c'est ce que je trouve... Personnellement, je pense que c'est ce que je trouve le plus difficile dans la photo de nature, tout style confondu. Là, surtout l'été.
Mais t'apportes un bon point, je trouve, avec le matériel photo, puis, tu sais, comme quand on peut faire des longues randos, des expéditions, tu sais, c'est dur là, d'amener un 500 avec un boîtier, avec des batteries, avec des cartes, avec une tente, un sleeping, un réchaud, de la bouffe, Ouais, de la c'est du corde, stock, là. un ci, un ça. Tu sais, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Puis, tu sais, souvent, les sacrifices sont à faire au niveau de la lens. Tu sais, souvent, tu prendras peut-être pas ta 500 là, finalement. Tu vas peut-être plus Ouais, prendre 300 ou une 70-200. ouais, Là, exact. tu marches dans le but de vivre des belles choses. Tu la vois, elle est là, mais tu n'as pas l'équipement parce qu'il a fallu que tu Ouais. la sacrifies pour la rando. Fait que là, tu es comme fudge, je suis rendu là, mais j'ai pas la lens pour. Fait que c'est. En hiver, c'est pas pire, tu traînes un traîneau. En portage, c'est pas pire, tu le mets sur ton embarcation. Mais à Ouais. pied, là, se Ouais, taper un 4-5 jours de rando là, avec matériel photo, puis matériel de survie, puis campement, ouais. c'est du sport en tabarnouche. Puis Là. tu sais, c'est qu'il faut faire justement un compromis sur la qualité pour Mm. pouvoir l'amener, puis au final, tu sais, puis c'est un peu moche parce que tu te dis tout le temps, ah, mais là, j'aurais pu amener ça. Fait que Ouais. finalement, j'aurais eu plus de lumière, j'aurais pu avoir une meilleure qualité. Mais tu sais, on sait jamais, là. C'est, Ouais. ouais. Mais c'est Je vrai que viens de lire un c'est. commentaire qui est quand même intéressant. Là. Il y a quelqu'un qui dit quand la photo est un gros challenge, est-ce que ça vous inspire encore plus? Puis moi, ça me rejoint parce que je trouve que oui, vraiment, Ouais, tu sais, à un certain point, tu atteins comme une stabilité où tu as des valeurs sûres que tu te dis, OK, je vais aller à telle place, je vais avoir des salles, je vais aller là, je vais avoir des photos. Mais Mm. après, le côté challengeant d'avoir une photo comme, je sais pas, moi, tout de suite, je pense au renard sous la lune où ça prend une certaine planification et autres. ouais. C'est quand même trippant de se lancer le défi aussi d'avoir telle espèce qu'on n'a jamais photographiée ou jamais observée. Puis, tu sais, ça nous donne un défi supplémentaire, pas qu'il en manque, là, mais ça nous donne quand même un petit challenge de plus qui est Mm. trippant. Là. Je trouvais que c'est un beau commentaire. Ouais. Ben, Ouais, c'est ouais, sûr. c'est vrai. Ben, tu sais, je parle de la fatigue, mais quand même, mettons ben, pour le paysage, là, ça fait beaucoup ça. Mais mettons, quand tu croises un animal, par exemple, là, des fois, je peux dire que la fatigue, qu'on l'oublie quand même vite. Tu Ouais. sais, quand tu croises de quoi d'assez hot, là, puis là, t'es un peu les deux yeux dans le même trou, là, ben, whoop, là, ça se remet quand même assez vite sur Ouais. les rails. Ouais. Mais tu sais, ça, peut-être plus particulièrement, moi, je trouve, avec la photo animalière. Là, après ça, les paysages, tu sais, oui, mais peut-être un peu moins. Là. Mais bon. Ouais, ouais. Ben, le stock est Ouais, moins gros, moins lourd aussi, là. ouais non, Ouais. c'est ça, exact. Tu sais, c'est un peu moins éprouvant physiquement, là, quand même, là, quand on traîne juste un wide puis un télé, mettons, portatif. Ouais. Effectivement. Effectivement. Ouais. C'est un peu les désavantages justement, de la photo animalière. D'ailleurs, ça va être. Hey, on pourrait. Ça serait une parfaite transition vers notre prochain sujet de les équipements photo. En fait, bon, la dernière fois, on avait parlé de le matériel qu'on utilisait, grosso modo. Et là, il y a eu quelques annonces en fait qui ont été faites depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Et tu sais, on parlera pas nécessairement spécifiquement de ces objectifs-là, mais quand même, je voulais avoir vos avis là-dessus. Donc, il y a eu deux annonces en fait. Donc, la première de Canon qui a annoncé un ou deux nouveaux boîtiers, le R5, R6, je me rappelle bien, des boîtiers sans miroir. Mais je voulais surtout, tu sais, tu sais, je veux pas généraliser et dire que c'est pas important, mais les boîtiers, on utilise pas mal, on peut utiliser n'importe quel boîtier, faire de la photo animalière, puis ça marche quand même assez Correct, bien ouais. pour la très grande majorité des cas. Et donc, ça, on va parler un peu plus d'objectifs qui a été annoncé. Donc, Canon qui a annoncé un 600 mm f11 et un 800 mm f11. Et il y a également Tokina qui a annoncé un 400 mm f8 à miroir avec la mise au point manuelle. Donc, sans être, moi, c'est du matériel comme Canon puis Tokina que j'ai jamais utilisé. Ben non, j'en ai déjà utilisé, mais des télés, j'en ai jamais utilisé. Mais bref, je pense je veux juste qu'on parle un peu justement du fait que, est-ce que vous pensez que c'est possible de photographier, de faire, mettons, si vous partiez avec ces équipements-là, faire de la photo, penseriez-vous que ce serait possible? Et sinon, ben oui ou non, et sinon, pourquoi ce ne serait pas possible d'utiliser ça dans votre pratique? Pouf, ben écoute, Mettons, F11, là, c'est. 800 mm f11, est-ce que c'est le genre d'objectif que tu utiliserais?
Personnellement, depuis que je fais de la photo, j'ai jamais fait une photo d'animal à F11. Là. F9 peut-être, là, max. Là. F11, je trouve ça beaucoup. Par contre, ça peut-être avoir une certaine utilisation pour les gens qui n'ont peut-être pas la capacité physique à faire des approches à mancher de même pendant genre 4 heures. Là. J'en ai pas parlé. C'est des objectifs qui sont super légers, qui sont super compacts et qui sont pas très chers. Ils sont autour de... Je me rappelle, le 800 mm F11 est autour de 1400 $. D'ailleurs, ce qui est bien pour le reach, là, c'est intéressant à parler. Ouais, c'est bien, mais tu sais, à la moindre seconde où tu recherches peut-être une photo d'ambiance au lever de soleil ou au coucher de soleil, ça va pas, mais ça va pas du tout. Là. C'est des objectifs qui sont qui laissent pas assez rentrer de lumière dans mon livre à moi. Tu sais, moi, la majorité de mes shots sont entre 2.8 puis 4.5 la majorité du temps avec mon 300 surtout. Fait que non, je pense que ça peut avoir une utilité à midi sous un grand soleil, une lumière des plus dures. Mais je pense pas que c'est l'objectif non plus des photographes de nature là, de travailler avec ce genre de Puis peut-être ces objectifs-là sont un peu axés à ce prix-là, à cette taille-là, puis tout ça. Je pense que c'est quand même axé sur l'entrée de gamme, sur une personne qui voudrait s'initier à la photo. Fait que peut-être aussi, si vous voulez jaser, justement, est-ce que vous pensez quelqu'un qui s'initie à la photo, qui n'a jamais fait de photo animalière de sa vie, pourrait commencer avec ça? Ben, tu sais, honnêtement, là, moi, je vois quelques inconvénients au F11 parce qu'on a des situations particulières. On prend des photos le matin, on prend des photos le soir, mais il y a des gens qui ne sont pas nécessairement dans cet horaire-là, qui n'ont pas non plus forcément le 10 000, 12 000, 15 000 à mettre sur une 500 F4 ou sur une 600 F4. Ben, c'est cher quand même. Là. Puis, à 1400$, une 800 F11, ben, mettons qu'on enlève le F11 et qu'on oublie la partie qu'on perd un peu de lumière, mais tu as quand même un sérieux reach à 800 mm sur un capteur peut-être, je sais pas moi, croppé, un APS-C ou même un plein cadre, tu vois loin en tabarnouche. Là. Fait que, ça, c'est un plus. Après ça, le prix, clairement un plus aussi, là, à 1400, je veux dire, c'est relativement abordable, même si ça reste beaucoup d'argent. Puis après, mais là, le F11, c'est sûr qu'il y a certains boîtiers qui nous permettent de grimper en ISO assez sérieusement. Là, je pense à Sony, je pense à même le Canon que j'ai, je peux monter à 25 000, puis ça paraît, mais c'est pas un problème encore. Là. Fait qu'il y a quand même moyen de gérer ça, je pense. Puis je trouve que le gros plus, c'est le poids pour la portée qu'on peut avoir avec, le prix. Mais le F11, personnellement, c'est pas non plus une profondeur de champ que j'utilise fréquemment pour isoler un sujet parce que la profondeur est trop importante à mon goût. Mais je vois l'utilité pour vrai, puis je trouve pas ça aberrant de sortir ça sur le marché forcément, là, surtout pour un autre type de clientèle peut-être que nous ou d'autres gens qui écoutent. Ouais. C'est vrai, comme Jérémy dit, pour les gens qui veulent s'initier, là, ça peut vraiment être bon. Là. Tu peux plus te concentrer sur la photo et non l'approche, parce que là, tu peux faire moins de sacrifices au niveau de l'approche parce que tu as plus de reach. Fait que c'est sûr que pour initier les gens à la photo animalière, sure, en plein jour, par contre. Pas à l'heure bleue. Mais moi, je vois quand même ça. Un 800 mm F11, quand même, photographier à 800 mm, c'est quand même pas quelque chose de simple. Là. Du moment que ça bouge un peu, on s'entend que ça faut poursuivre ton sujet. Puis, es-tu VR? Comment? Es-tu VR? Elle doit être stabilisée, mais c'est sur un boîtier sans miroir. Fait que d'après moi, la stabilisation est dans le boîtier. Fait que ça, c'est sûr que ça peut déjà aider. Mais de suivre un sujet à 800 mm, parce que je me mets un peu dans la peau aussi de quelqu'un qui commence la photographie. Puis d'avoir à gérer quand même une aussi grande perte de lumière. Parce que je pense qu'il faut quand même prendre en compte que cet objectif-là, à ce prix-là, ça ira pas sur un R5 qui est à 5000 $. Je pense pas que ce match-là peut... Si mettons avec les boîtiers Canon présentement, c'est probablement avec le RF, qui est un peu comme l'entrée de gamme. Puis tu sais... Fait que de là à pouvoir justement grimper les ISO un peu en malade, je suis pas certain. Mais c'est ça, donc d'avoir à dealer avec une focale qui est très longue aussi, puis quand on photographie à 800 mm, on voit beaucoup la distorsion de chaleur, on voit l'humidité, le mouvement, pour bien figer un mouvement d'un animal qui bouge, ou même qui est statique,
ben, faut au moins aller à 1250, 1600 de vitesse pour être capable. Fait que là, il faut quand même qu'il y ait de la lumière en cochon. J'ai fait une photo d'une femelle orignale avec son veau sur un lac. Puis quand j'ai commencé à prendre des photos, j'étais à 1,200, 2,8, 6400 ISO. Fait que je m'imagine pas, dans moi, ce que je fais, je m'imagine pas vraiment utiliser ça. Puis, mais tu sais, je sais pas. Je suis quand même mitigé par rapport à ça. Je me dis, ben, peut-être plus un 150-600 pour le même prix. 2 stops de plus de lumière. C'est une méchante différence quand même. Aucun doute. Je pense que le gros avantage aussi, c'est la monture RF, là, le fait que ça soit fait pour aller sur un sans miroir Canon. Là. Je pense que c'est un bon plus. Mais bon, j'ai quand même de la misère à croire que un débutant pourrait utiliser cet objectif-là pour... Surtout, c'est drôle parce que dans la vidéo promo de Canon, le gars, il est en plein sous-bois, en train de prendre des photos. Puis, je veux dire, non, ça, c'est impossible. Ben non, c'est quand même très drôle. Puis, peut-être si on peut passer rapidement sur le Tokina 400 mm f8 manuel. Est-ce que la mise au point manuelle, c'est déjà quelque chose que vous faites, puis ou qui serait possible en photo animalière? Moi, je l'ai utilisé. J'avais un doubleur sur une 100-400, puis ça me tombait en mise au point manuelle. Puis j'avais déjà fait, mais c'est sûr que ça prend un sujet qui est statique. J'avais fait des photos, par exemple, d'un renard qui est couché près de la tanière puis qui ne bouge pas. Il bouge zéro. La mise au point, j'étais genre F8, F10, F11, justement. Puis je peux prendre le temps de la faire, mais dès qu'il se lève, il part à la course, mais j'ai plus aucune chance de faire des bonnes photos. Faire une mise au point manuelle avec un sujet qui est en mouvement, c'est impossible en moins que tu sois très, très, très habile. Là. Très chanceux. Aussi. Mais, encore une fois, je pense qu'il y a une certaine clientèle pour ça. Moi, ça ne me rejoint pas, mais je peux voir l'utilité, mettons, en backup, mais au point d'en faire un achat d'une lentille neuve, j'ajouterais pas ça à mon arsenal. Non, moi non plus. Non, non plus. Le focus manuel, là, c'est difficile. Là. Déjà, tu sais, même des fois en focus automatique avec un D500 qui est méga performant, des fois, c'est difficile. Ouais, c'est ça. Fait en focus manuel, là, si on revient par exemple à ma photo d'Origno là, dans l'eau, là, ça va pas du tout en focus manuel là, sur un kayak. Là. Ça marche pas. Là. À main levée, avec une 300, un D500, un batterie, ça marche pas. Là. Fait que, non, je pense que 400, si on regarde juste 400 F8, à la limite, peut-être. Encore là, c'est bizarre. Mais c'est vraiment, c'est très lightweight. C'est ça de gros. Ouais. C'est très léger, puis c'est un espèce de système de miroir qu'il y a dedans. Là. Je pense que c'est le... Mais tu sais, comme Canon font déjà un 400 5.6, puis il est déjà très petit, puis très léger. Fait que je pense... c'est ça. Mais... Ouais, non. Ouais, non. Focus manuel, en animalier du moins, là, peut-être en paysage, évidemment, là, mais paysage à 400, ça le fait, mais c'est pour des... certains trucs, là. Certains trucs bien minimes. Là. C'est très niche, là. C'est très, très niche comme lentille. Ça peut servir pour quelques trucs, mais d'en faire un achat et d'être une to-go lens que tu apportes tout le temps, non. Pas pour moi. Non. Idem. Nice. Bon, donc, bref, en tout cas, achetez pas de nouveaux équipements, restez avec ce que vous avez déjà. Ça va être le mot d'ol. Fait que le temps file, on est déjà à 8h moins 5. Donc, on va. Ouais, ça a quand même passé vite. Dans le fond, on va aller avec quelques questions qu'on a reçues du web. Et ensuite, on va aller faire un petit tour dans nos questions, dans les commentaires qu'on a eus sous la discussion pour voir si jamais on a du temps. Parce que sur le web, on en a quand même reçu beaucoup. Fait que j'ai fait quand même un petit tri pour que ça fitte un peu avec les sujets qu'on abordait. Donc, on a, pour commencer, Marie-Claude qui nous dit comme les photos en nature peuvent être prises à n'importe quel moment et que votre horaire est peut-être très variable, tôt le matin, la nuit, etc., comment faites-vous pour concilier votre passion travail avec votre vie personnelle et familiale? Puis je trouve ça quand même intéressant parce que il y a le mot personnel aussi. C'est pas juste la famille, mais aussi avec justement les conjointes, les amis et tout ça. Comment faites-vous pour concilier tout ça ensemble, les amis? D'ici, moi? Je peux y aller. En fait, moi, c'est le truc que j'ai découvert ces temps-ci, c'est de se lever et revenir avant que le monde se lève.
Ah, l'été, c'est bon, ça. Puis ça se fait à ce temps-ci de l'année plus tard, non, mais tu sais, là, mettons, moi, 4 heures, je mets mon réveil, je pars, puis je peux revenir avant que, par exemple, ma blonde parte travailler, puis prendre un café, si j'ai le goût. Des fois, ça déborde, évidemment, là. Tu sais, j'ai pas de contraintes au niveau des enfants ou d'un autre emploi, fait que ça me donne un certain coup de pouce à ce niveau-là, mais tu sais, c'est le fun d'être présent le soir avec les gens, avec les amis, avec tout le monde. Puis, tu sais, les bonnes heures, c'est tôt le matin, puis tard le soir. Fait que j'essaie de maximiser le plus possible les matins. Parce qu'il y a moins de vie. D'habitude, les gens dorment de façon générale. Fait que 4 à 8, là, c'est comme mes heures présentement de OK, ben, go, on fait de la photo, on trouve les sujets. Puis le soir, au pire, on peut faire du repérage avec les gens. Tu vas au parc du Bic, tu trouves des spots, mais plus en plaisance qu'en mission photo, mettons, plus sérieuse. Là. Fait que moi, c'est vraiment mon truc, là, présentement, les matins, je dirais. C'est le fun, c'est tranquille. Ben ouais. Ouais, bon point, bon point. Mm. Ben, c'est sûr que niveau, tu sais, si je peux commencer par le niveau personnel et familial, que je mettrais pas mal dans le même bateau dans mon cas, c'est quand même, ça prend une certaine discipline, je pense, là, pour vivre en bonne cohabitation avec sa famille et sa passion, qui est la photo, qui est 1001 sacrifices, là, on le sait. Puis, tu vois, moi, ça fait à peu près 1 an que à chaque fois que je me planifie des moments là, avec ma famille, j'apporte juste pas ma caméra. Puis, tu sais, je me mets juste en mode observation de la faune ou de la nature si elle est là avec ma famille. Mais sinon, je laisse la photo à la maison. Puis, moi, c'est le truc que j'ai trouvé parce que j'arrivais pas à être discipliné avec une caméra dans les mains puis des gens que j'aime alentour de moi, là. Parce que là, ça me fait... Je suis comme overwhelmed, là. Il y a trop d'affaires qui se passent, puis malheureusement, je suis toujours là en train de cliquer, puis des fois, j'oublie la famille, tu sais. Fait que là, c'est la solution que j'ai trouvée. Je l'amène tout simplement pas. Puis, tu sais, comme je décroche, parce que je pense aussi que c'est important des fois de mettre la switch off. Puis, ben moi, j'arrive à le faire avec ma situation familiale et personnelle, que vraiment, là, je mets la switch off. Puis, tu sais, si je veux aller marcher sur le bord de la plage avec ma mère, ben ma caméra va rester chez nous, puis on va juste passer un moment plus riche, là. Fait que, c'est un autre style de sacrifice, mais qui en vaut largement la peine. C'est drôle parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens, justement, qui... En tout cas, moi, qui me disent personnellement, puis peut-être à vous aussi, mais tu sais, ben, par rapport à ma fille, elle doit tellement avoir de photos d'elle, ou tu dois jamais partir justement sans ta caméra, ou être tout le temps sur le siège, même quand je vais à l'épicerie. Là. Mais tu sais, c'est tellement pas ça. Là, justement, quand j'arrive puis je m'en vais jouer au parc, ou quand je vais marcher en forêt avec ma fille, puis quand ma blonde est là aussi, je vais quand même avouer que souvent, je traîne quand même mon 100-400 dans mon sac. Je me dis, si jamais je croise un lynx, je vais regretter quand même de ne pas l'avoir amené. Mais même si je croisais une orignal, je suis pas certain que je la sortirais. Parce que justement, comme tu dis, quand on vit, en fait, c'est qu'on vit le moment à travers notre objectif, puis on oublie un peu justement qu'on est là avec notre famille. Puis Fait que tu sais, c'est ça qui est quand même. Je dirais pas que c'est difficile une fois que tu es capable de le faire, mais tu sais, c'est ça, c'est pas évident quand même à concilier, justement, de profiter du moment que tu es avec ta famille, puis de faire de la photo. Moi, je trouve vraiment que ça marche difficilement quand ta famille fait pas de photo, tu sais. Ceux qui sont en couple, puis les deux font de la photo, puis les deux font de la photo animalière ou de nature, ben là, tu sais, ça va quand même bien, là, mais quand il y en a un qui fait pas de photos, c'est quand même poche pour celui-là. C'est comme aller magasiner, puis il y en a un qui magasine pas. c'est poche pour l'autre qui est assis, qui taponne son téléphone. Là, mais c'est ça. Mais tu sais, je fais un peu comme toi, JC, où, surtout l'été, l'hiver, c'est un peu plus difficile, là, parce que le soleil se lève plus tard, mais souvent, je fais des petites sorties, surtout durant le confinement, c'est ce que je faisais beaucoup. Je sortais le matin très tôt, je revenais quand ma blonde commençait à travailler, puis ça permet quand même, après ça, justement, on maximise, on photographie uniquement quand la lumière est belle. Fait que, au final, les photos sont quand même bien. Puis quand je sors, quand je vais à l'extérieur, je trouve quand même que je pars moins longtemps. Mais quand je pars, par exemple, ça me prend quand même quelques jours à m'en remettre parce que je suis vraiment, je regarde quand j'étais là en Gaspésie ce printemps, je fais de la photo le matin, une bonne séance le matin, une bonne séance l'après-midi, durant la nuit. Après ça recommence le lendemain. Fait qu'après ça, t'es crevé, mais t'as maximisé le temps que t'avais à passer sur place. Puis bon,
après ça, s'il y a des photos, parce que tu sais, après ça, on en parlait dans le milieu de la journée, ben, c'est pas tant hot, là, fait que c'est le bon moment pour dormir, justement, dans une halle routière, là, c'est parfait, le milieu de la journée. Mais ouais, cool. Ensuite, on a Nicole qui nous demande comment avoir un temps de pause court pour éviter d'avoir des photos embrouillées, donc j'imagine des photos floues, lorsque la luminosité est plus basse, comme dans une forêt, et ça, sans trépied. Donc, grosso modo, comment on prend des photos avec un animal pour avoir notre sujet qui est net quand on est en forêt. Je ne sais pas si vous auriez quelques petits trucs à donner à Nicole et aux autres personnes qui nous écoutent. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que d'y aller, tu sais, d'y aller au plus petit F, c'est toujours idéal, là, mais c'est pas tout le monde qui a le loisir d'avoir le privilège d'avoir un 2.8 ou un 4. Mais tu sais, si on prend, mettons, le 5.6, là, qui est comme conventionnel, là, ben oui, des fois, ça peut t'amener à faire des shots à 400 mm, à 1 centième, t'es boosté dans les eaux, tu peux pas aller plus bas. Ben moi, souvent, je me sers des arbres. Souvent, là, je me sers des arbres. J'allonge ma main sur le côté de l'arbre, j'allonge ma caméra comme à côté sur l'arbre, puis là, je shoot. Ou, tu sais, des fois, il y a des arbres avec des petites branches comme brisées ou tout simplement, tu sais, ils peuvent être là, puis je mets ma caméra là, puis, tu sais, j'y vais. C'est sûr que ça va changer un peu la compo, mais je préfère avoir un petit lac au niveau de ma compo, mais d'avoir un sujet net que d'avoir un sujet pas net, mais d'avoir ma compo, tu sais. Fait que des fois, c'est un petit sacrifice à faire en basse lumière, là. Puis, tu sais, je pense qu'on est quand même souvent, en tout cas dans mon cas, se coucher à terre, là. Fait que des fois, c'est douloureux quand même, là, mais ça reste quand même que c'est assez stable aussi. Là, quand tu peux t'appuyer sur une petite roche, un petit bio, juste avoir ton coude à côté par terre, là, quand même. Mais bon, c'est sûr qu'en forêt, c'est un peu plus difficile. Là, mais l'idée des arbres, c'est quand même intéressant. Ouais. Je tenais à quand même vous dire, là, je vois ça passer, là, mais on a notre maître voyant là, qui est revenu. Là, j'essayais de déliter parce que là, tous les commentaires que je vois, c'est maître voyant qui offre ses services. Là, c'est un peu tannant. Là. Fait que je vais essayer de régler ça. Je vais vous lancer sur la prochaine question. Puis je vais. On te laisse régler ça. Je vais régler ça. On a Lynn, puis je l'ai vu passer tantôt dans les commentaires aussi, qui demandent le matériel pour photographier en canot, en kayak, en paddleboard. Ouais. Ça ressemble à quoi? Puis comment faire pour être stable? Tu veux y aller, JC? Ouais, je vais y aller, mais en fait, moi, j'utilise la plupart du temps le même matériel que je vais prendre sur Terre en prenant un certain risque, sauf que je me donne une chance en ayant un sac à dos imperméable, étanche. C'est vraiment le classique roll-up qu'on va faire 3 tours du rebord pour vraiment assurer une certaine étanchéité. On s'assure qu'il n'y a pas de fuite, évidemment. Puis au moins, dans les transits d'un endroit à un autre, jusqu'à ce qu'on trouve un sujet, ben, le matériel est à l'abri. Fait que si jamais il y a des éclaboussures, on tombe dans l'eau, peu importe. Après ça, on remonte dans l'embarcation puis c'est réglé. Il n'y a rien qui est trempe. Mais c'est sûr que pendant la prise de photo, vous l'avez peut-être vu là, dans la dernière capsule qu'on a sortie de la fabrique culturelle, je veux dire, on est sur le paddle ou sur le kayak avec l'équipement à découvert. Puis là, c'est sûr qu'il pourrait arriver n'importe quoi. Ça m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant, mais je veux dire, il y a tout le temps une partie de risque. Mais malgré le caisson étanche que moi j'ai jamais trouvé que la mise au point était aussi nette que s'il y avait juste ma lancée. Fait que, il y a un compromis à faire d'un bord comme de l'autre. Soit on prend le caisson étanche et on essaie d'avoir une moins bonne netteté, puis un petit peu plus de difficulté pour faire la mise au point, ou on prend le risque de possiblement tomber dans l'eau. C'est plate, mais oui, mais c'est vrai qu'il y a toujours un risque associé à amener de l'équipement techno comme ça sur l'eau, là. Tu sais, pour ma part, moi, je donne toujours 2 recommandations pour le kayak, là. Premièrement, d'être habile sur un kayak. Tu sais, je veux dire... Bon point. Non, mais tu sais, des fois... Pardon. Tu sais, des fois, on peut se dire, tant que je flotte, ça va aller. Mais non, tu sais, des fois, gérer l'équipement en même temps de pagayer d'un côté, ça peut être vraiment problématique. Puis, des fois, il faut vraiment que tu te mettes dans des positions un peu plus vulnérables ou instables pour prendre ta photo, prendre ta compo en même temps, de garder ta stabilité. Fait que, tu sais, je pense que développer des compétences en kayak après ma barre, c'est comme un must, là. Tu sais, si c'est de la photo si vous voulez mettre votre kayak sur l'eau puis prendre des photos sur un lac, ben profitez d'un vent à 60 km/h puis allez sur le lac sans caméra. Ouais. Pratiquez-vous, tu sais.
Par exemple, moi, quand je vais en mer, puis que je vais peut-être à 5-6 km au large, puis que je me perds dans la houle, ben, tu sais, je suis quand même à l'aise à sortir ma caméra, parce que je l'ai vécu, je comprends je comprends ce qui se passe, je suis capable tu sais, comme un peu de deviner ce qui s'en vient, fait que tu es capable de mieux gérer ton équipement. Puis l'autre truc, ben, c'est d'avoir une jupette en kayak. Tu sais, c'est pas tous les kayaks qui offrent ça, évidemment. Mais moi, ma jupette, là, c'est un must là, pour le kayak. Une jupette, c'est on se met ça alentour de la taille, on s'assoit dans notre kayak, puis on vient comme l'attacher au rebord. Fait que ça te fait comme un petit cockpit étanche. Puis moi, ce que je fais, c'est que je mets ma caméra dans un sac étanche, je la strappe après mon kayak pour embarquer. D'un coup que je suis embarqué, que je suis stable, je suis confortable, je sors ma caméra, puis je la dépose tout simplement sur la jupette qui est entre mes jambes, mais qui est vraiment comme à plat là, sur ma jupette. Fait que ça permet d'être vraiment le plus rapide possible. Puis, tu sais, je suis prêt à déclencher en 1 seconde s'il faut là, avec la caméra là. Mais il faut faire la condensation. Il faut faire attention à ça parce que là, ça, c'est un autre patente. Là. Ouais. Tu sais, si tu mets le boîtier plus proche de toi, puis que là, tu sues un peu du ventre, puis là, tu as de la brume. Là, tu arrives à prendre une shot, puis t'es scrap. En kayak, surtout quand c'est humide, justement, puis il y a de Ouais. l'eau un peu dans le fond du kayak, là, oublie ça. Là. Si le Ouais. bout, justement, la lentille avant de l'objectif ne sort pas du kayak, C'est scrap. ça sent buer. D'ailleurs, Ouais. il est arrivé une petite bad luck à mon ami Philippe avec ça, avec un ours d'ailleurs. Mais bref, tu sais, c'est ça, c'est à faire attention. Ouais, vraiment. Bref, on a j'ai masqué notre incanteur hindou, je ne me rappelle plus notre médium. Mais bref, là, je vois que ça réagit, là, mais tu sais, là, c'est pas des vraies personnes qui écrivent ces messages-là, ok? Capotez pas avec ça, là. C'est pas. C'est juste des messages automatiques, là. Fait que on devrait être bon sur notre fil. Notre prochaine question. Carole qui nous demande: j'aimerais savoir quelle formation avez-vous suivi pour arriver à en faire votre métier? Ouais, moi, je vais dire autodidacte, malgré que je lis beaucoup, 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 puis je prends des photos quotidiennement, là, depuis au moins 5 ans. C'est rare les journées que j'ai pas pris des images, puis je trouve que c'est une belle façon d'apprendre. J'ai suivi certaines formations pour des trucs vraiment plus techniques avec des photographes que j'apprécie beaucoup, mais dans un tout autre sujet que la photographie animalière, là, vraiment plus corpo et autres. Il y a un beau bagage d'informations sur Internet également, puis j'enlève absolument rien aux formations. Je trouve que c'est ultra pertinent, que ce soit la formation à Matane ou ailleurs. Personnellement, j'en ai pas fait, puis avec les années, jusqu'à un certain point, j'ai développé une certaine technique. Puis, je me suis fait un bagage de connaissances de photos qui m'a permis de tomber dans un autre niveau. Mais ça a pris du temps, puis ça se fait pas du jour au lendemain. Puis c'est en prenant beaucoup de photos, puis en maîtrisant notre équipement, je trouve que c'est une partie qu'on néglige beaucoup, là, de maîtriser à 100% notre équipement. Mais ça nous permet d'atteindre la prochaine étape en photographie. Puis apprendre en photo, c'est interminable. Jusqu'à la fin de nos jours, on va toujours apprendre de nouvelles choses. Puis je pense que c'est la beauté de ce métier puis de cet art-là, de toujours être en constante amélioration. C'est juste de saisir le moment aussi pour faire la transition vers un niveau, en guillemets, professionnel ou que ça devienne un métier. Tout ça pour dire que c'est ça, autodidacte. Ouais. Ben, tu sais, je pense pas que mes cours en comptabilité en actuariat m'aident beaucoup à gagner ma vie présentement. Moi, c'est un peu comme JC. Là, moi, j'ai vraiment tout appris là, ça fait un peu plus de 4 ans seulement que je fais de la photo. Puis j'ai vraiment appris là, tout sur le tas. Merci YouTube, merci magazine de photos. Je pense du moment qu'on a une certaine compétence à apprendre par nous-mêmes, on est capable de développer une bonne technique avec le web. Évidemment, c'est jamais comme la formation de photo, mais je pense que c'est possible de le faire en tant qu'autodidacte, là, comme JC et moi. Là. Ouais. Ben, moi aussi, j'ai appris sur le tas. Puis, tu sais, je pense que surtout peut-être dans ce qu'on fait, ça serait déjà difficile d'apprendre ça à l'école. Là, parce que je veux dire, à part, tu sais, à l'école, ils vont apprendre la photo commerciale, la photo en studio, le portrait. Oui, bon, le traitement avec Lightroom, Photoshop, mais c'est peut-être un peu au niveau de l'entrepreneurship et tout ça, mais ça reste quand même que c'est
moi, je vois pas vraiment ça comme quelque chose qui peut t'amener à venir faire de la photographie animalière, là. Moi, j'ai souvent... tu sais, c'est quand même assez loin de ce qu'il offre en classe. Puis, tu sais, dans le fond, moi, ça fait, je sais pas, 6 ou 7 stagiaires que j'ai là, qui étudient soit au DEP ou... il y en a ici à Québec, puis j'en ai eu aussi d'un DEP à Trois-Rivières. Puis, tu sais, c'est quand même ce que je leur montre, tu sais, parce qu'ils viennent voir vraiment c'est quoi mon travail. C'est quand même complètement à l'écart de ce qu'ils voient à l'école. Tu sais, Ouais. c'est juste, tu sais, même à travers juste un horaire de travail. Tu sais, c'est un horaire de travail, mettons, quand tu vas travailler en studio, ben ça va être beaucoup plus stédé qu'aller faire un horaire Normal. de travail quand tu fais de la photo de nature. Où, OK, là, on va partir à 7 heures à soir, puis on revient demain à midi, tu sais, ou des trucs de même, là, tu sais. Fait que, tu sais, juste ça, tu sais, ça s'apprend pas, je pense pas à l'école, là. Puis, tu sais, comme ben, vous parliez un peu sur Internet, c'est une mine d'or de... Puis, tu sais, ça, mixé avec le fait d'en faire beaucoup, puis d'essayer Oui, beaucoup de choses, puis de... je pense que c'est comme le meilleur mix. C'est sûr que, tu sais, à l'école, t'as comme des... Je pense que t'as des recettes un peu toutes faites, tu sais, dans le sens qu'ils vont... tu sais, ils vont prendre des shortcuts quand même pour... Tandis, mettons, toi, tu fais 5, 6, 10, 15, 20 journées de photos avant de maîtriser un sujet, puis ouais. avoir les bons réglages. Ben, tu sais, à l'école, ils vont te le dire tu sais, pas mal plus directement, là. Fait que c'est sûr que c'est peut-être plus rapide, ça, à l'école, mais je sais pas si c'est bien mieux non plus. C'est différent, je pense. Ouais, J'ai pas l'impression qu'une formule qui est meilleure qu'une autre. C'est juste que il y a des trucs que tu vas apprendre à l'école qu'on n'apprendra pas en nature. Et l'inverse, tu sais, moi, il y a une formation que j'ai suivie en particulier avec un grand photographe qui fait du portrait. Puis il y a plein de choses dans ces 48 heures-là que j'utilise en photo animalière tout le temps parce que c'est de la maîtrise de lumière. Puis ça peut être la même chose quand tu photographies un humain en studio exact. qu'à l'extérieur, même si les Ouais. conditions sont complètement différentes. J'ai l'impression que le côté école, formation, cours, élargit les horizons d'un point de vue technique, puis nous apporte à essayer des nouveaux sujets qui peuvent nous apprendre, même avec les animaux. Là. Ouais. Mais tu sais, ça Mais, s'entrecoupe quand même, là, tu sais. Je veux dire, ouais, on travaille avec des appareils photo, avec de la lumière, puis avec des sujets, tu sais, c'est la exact, même... exact. sauf que c'est juste les conditions qui changent, là, mais tu sais, Ouais, faire un beau portrait d'un orignal ou faire un beau portrait d'un humain, tu sais, au niveau de la prise de vue, ça peut quand même se ressembler pas mal. C'est sûr que ouais. bon, il y a pas. Tu commences pas à replacer les oreilles de l'orignal, puis à lui dire, Non, OK, mets non, ta main non. comme ça, ou place-toi comme ça. Mais des fois, c'est drôle, hein, parce que t'es live avec un animal, tu te dis, hey, ça serait donc bien hot s'il faisait ça, puis bam, Bang, ça ouais, ça arrive. arrive. Tu sais, c'est comme, oh, nice. Mais Ouais. Ouais. bon, c'est plus de l'imprévu que ça. On va continuer parce que le temps file aussi, puis Oui. on a encore juste quelques questions là, que j'avais au moins deux. Puis là, j'en vois quand même quelques-unes. Je sais pas si on va avoir sur le live, là, je sais pas si on va avoir le temps. Mais bref, on avait une question de Shirley qui nous demande quels sont vos photographes animaliers préférés? Qu'aimez-vous de leurs œuvres? Tant, tant, tant! Tant, tant, La tant. question qui tue. Ben, si Moi, vous je voulez, je dirais. peux ouvrir le bal. Vas-y, vas-y, vas-y. Ben non, ben ça va casser la glace. Moi, j'aime bien. Bon, ça sera pas super original, là, parce que quand même, il y a. Ben, je dirais pas un consensus, là, mais tu sais, il y a beaucoup de photographes quand même qui aiment beaucoup son travail. Mais avec Vincent Munier, ben, il y a quand même. Puis, je pense aussi, ben, à travers ces images sont d'une grande beauté, d'une grande sensibilité. Et surtout, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a influencé directement ou indirectement le travail de tellement de photographes Ouais. que tu sais c'est pour ça que j'admire beaucoup son travail. Après ça, ben, justement la beauté de ses œuvres. Il y a beaucoup Vincent Munier, puis il y a beaucoup aussi Art Wolf en fait. Art Wolf, c'est drôle parce que c'est pas quelqu'un que je trouve que ses photographies sont vraiment extraordinaires. C'est pas quelqu'un que tu sais, je vois ses photos, je fais comme, hey, j'aimerais ça, moi aussi, faire ça. Ben, il y en a beaucoup de belles. Mais Artwork, en fait, avait une émission de télé où, dans le fond, on le suivait, on allait faire de la photo et tout ça. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup influencé quand j'ai commencé à faire de la photo de nature. Puis je pense que c'est pour ça que j'admire beaucoup aussi ce qu'il fait. Bon, c'est quelqu'un qui fait de la photo depuis, je sais pas, 50 ans, là, professionnellement. Puis, tu sais, il racontait, je l'ai vu en conférence, puis il racontait qu'il faisait il faisait des photos à mener un pigargue
dans le temps de l'argentique, il y avait un trépied pour son télé, après ça, un trépied pour son boîtier, tellement... parce qu'il y avait un Aïe, temps aïe, de pause super lent, puis tu sais, je veux dire, quand même, de vivre la photo animalière à l'époque du film, ça devait déjà être assez hot, là, quand même. aïe. Mais c'est ça. Je dirais que c'est pas mal les deux que, que j'admire ou que j'aime beaucoup leur travail. Et toi, Ouais. JC? Moi, le premier qui me vient en tête, c'est Paul Niclen, Ah parce ouais. que Ouais. c'est débile ce qu'il fait pour vrai. Moi, ça me rejoint parce qu'un, lui, il a une formation en biologie, il fait de la photo sous-marine, il va dans les endroits que je rêve d'aller, puis il photographie des sujets qui sont hallucinants. Puis au-delà de ça, ce qui m'impressionne le plus, c'est que la technique en photo sous-marine est vraiment différente parce que tu as plein de choses à gérer en même temps. Puis lui, il a l'air de le faire tellement bien. Tu sais, tu es dans l'eau, tu as de l'équipement de plongée à gérer. Il faut que tu respires d'une autre façon que tu le ferais sur Terre. Il faut que tu flottes au bon niveau. Puis ensuite de ça, il faut que tu interagisses avec tes sujets qui peuvent être genre des phoques léopards immenses en Antarctique. Puis il faut tout que tu gères ça en même temps. Fait que je trouve ça impressionnant. Puis l'autre point que je trouve vraiment trippant, c'est que des fois, il met des photos, par exemple, sur son Instagram ou sa page Facebook qu'il a pris il y a comme 10 ans. Puis j'ai l'impression que la technique est aussi parfaite qu'actuellement. Puis même des photos qui montent quand il filmait quand il photographiait avec pellicule, puis ça a l'air top notch, là. C'est malade comment sa technique est juste on point tout le temps. Puis je trouve ça impressionnant parce que je suis capable, comme plusieurs personnes, en tout cas, je comprends un peu tout le travail qu'il y a en arrière. Puis je trouve ça impressionnant. Puis finalement, il apporte un volet sensibilisation qui est majeur, là. Il y a une fondation, il travaille beaucoup pour la protection des océans, puis je trouve que tous les photographes qui travaillent en nature ont ce rôle-là à jouer, puis lui, il le fait d'une façon phénoménale à travers de ses images, puis comme lui, en tant qu'être humain dans ses conférences et autres, fait un immense respect pour cet homme-là. Là. Nice. Great. Et toi, Eric? Morton Ilmer. Ouais. Mon anglais est tel qu'il est. Mais ouais, c'est un Danois, c'est un ex-militaire en fait, qui est retraité de sa carrière au front, puis qui s'est converti en photographe de nature sauvage, qui me fait vraiment triper. Tu sais, ses photos c'est assez brut, c'est assez raw, là, comme on dit. Là, c'est pas nécessairement son côté artistique qui m'interpelle le plus chez lui. Mais c'est un gars qui peut partir un mois dans les montagnes de la Norvège en autonomie complète de A à Z avec son traîneau, ses skis de fond, puis ah ouais, on s'en va chercher des bœufs musqués. Puis, ça, je trouve ça tellement inspirant de voir que, premièrement, de voir que c'est possible, puis deuxièmement, de voir un peu les techniques de ce gars-là qui, il a un vécu incroyable. Là, c'est pas, on n'apprend pas ça nulle part ailleurs que par son cheminement à lui. Fait que je trouve ça cool qu'il nous partage sur sa chaîne YouTube là, des trucs pour partir en longue expé mixé à de la photo de nature. Ouais. Que, moi, j'ai jamais compris de ce gars-là parce que il a jamais l'air fatigué sur ses photos. Je comprends pas. T'sais. Des fois, quand je tourne des vidéos, mais je suis complètement en scrap. Tu as dormi 15-20 minutes. Tu viens de monter une montagne, whatever. Puis lui, il photographie quand même avec un 600, il a son 150-600, il a son stock. Puis il a jamais l'air scrap. Tout le temps l'air fringant. Le lot de coffee. Mais il est super. J'aime bien ce qu'il fait, mais c'est ça. Mais c'est quand même il a une belle joie de vivre. Il a un bel humour. Il est heureux. Il aime ce qu'il fait. Puis je trouve ça super inspirant. Nice. Cool. On avait quelqu'un qui nous demandait, Maryse, en fait, qui nous demandait de mettre en lien le nom des photographes. Puis dans le fond, il y a peut-être Paul que j'ai de la misère à écrire son nom. Là, fait que peut-être je sais si tu voudrais répondre. Sinon, je vais répondre. Regarde à l'instant. Ouais. Bon, nice. Fait qu'on pourrait les écrire en commentaire pour ça. Fait que la dernière question qu'on avait sur le web, préférez-vous Facebook ou Instagram ou une autre plateforme, exemple 500px, Flickr, pour le partage de vos œuvres, et pourquoi? Parce que je pense qu'on est quand même assez actif sur les médias sociaux, fait que je pense que c'est une question qui est assez pertinente, qui veut se lancer. Perso, moi, avec Facebook et Instagram, j'en ai en masse à gérer, là, c'est qu'à un moment donné, t'as bien beau être partout, là, mais si t'es pas capable
de gérer ça professionnellement, c'est-à-dire des plateformes qui te ressemblent, un profil qui te ressemble, des photos accompagnées des textes qui te ressemblent, je pense pas que c'est bon. Là. Ouais. Fait que, dans mon cas, Facebook, Instagram, c'est vraiment mes deux plateformes favorites. Ouais. Nice. Puis toi, je Même sais. chose. Ben, même affaire, en fait, c'est que Facebook et Instagram, ça nous permet de rejoindre le plus de gens possible, la plupart du temps. Puis après ça, pour la qualité de la photo, c'est tel quel, on passera, mais je pense que c'est suffisant pour que les gens soient capables d'apprécier l'image. Ouais. Fait qu'on remplit le mandat, mais c'est sûr qu'il y a d'autres plateformes comme Flickr ou 500px que tu as une meilleure résolution. Fait que d'un point de vue photo, c'est nickel. Mais le but premier étant de partager ces images-là avec le plus grand nombre de gens possible pour faire apprécier la nature, puis sensibiliser, comme on le disait depuis tantôt. Ben, clairement, Facebook, Instagram, on rejoint les gens parce qu'il y a beaucoup de monde présent sur ces plateformes-là, puis ça nous permet de remplir, entre guillemets, notre deuxième mandat. Ouais. Ben, tu sais, je pense que justement, Eric, ce que tu disais, Facebook, Instagram, ça en fait déjà beaucoup. Là. Je sais pas à quel point les gens qui visitent justement nos pages ou qui visitent les pages en général se rendent compte à quel point c'est de la job de programmer, programmer ou publier les posts, d'écrire les récits, lire les commentaires, répondre aux questions, puis moi, je trouve quand même, j'essaie de le faire le plus possible, mais de remercier les gens, de suivre le travail, puis tout ça. Mais moi, mettons, dans une semaine, je sais pas, je peux faire 5-6 heures au moins de médias sociaux à juste répondre, à créer les posts, puis tout ça, là, c'est hallucinant le temps qu'on peut passer là-dessus. Puis là, ben, ça rejoint un peu quand même ce qu'on parlait tantôt de la conciliation aussi avec la famille. Si tu es tout le temps en train de répondre à tes posts ou à tes trucs, puis là, tu as ta famille, ou c'est tough là, quand même. Puis justement, quand c'est pas juste quelqu'un qui va dire superbe photo, puis tu le remercies. Des fois, il y a des questions plus techniques, ils veulent en savoir plus sur l'expérience et tout ça. Puis faut prendre le temps quand même de répondre à ça. Là. Fait que, c'est énormément de temps quand même à passer là-dessus. Ouais, 5-6 heures, c'est pas beaucoup, je trouve. Là. Au moins. Je le calcule pas, là, mais c'est au moins ça. Ouais, c'est beaucoup de temps. Là. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Puis après ça, c'est quand même difficile, parce que moi, je me rends quand même compte que de la photo sur Internet, j'en consomme, mais vraiment pas beaucoup. Là, je vais sur Flickr un peu, sur Facebook, puis tout ça, mais c'est parce que ça finit que là, t'es juste sur ton téléphone en train de regarder des photos. Là, j'aimerais ça pouvoir commenter plus les photos des autres. Il y a des belles photos qui se font, mais un moment donné, c'est juste impossible. Ouais. C'est moi, là. Non, je suis d'accord. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Il y a un gros côté caché derrière toutes ces publications-là de réseaux sociaux. Là. C'est aussi de planifier, c'est d'être organisé, c'est d'être discipliné, puis c'est de répondre quand on peut, mais pas trop souvent, parce que là, ça prend... Si on voulait bien faire, là, puis être vraiment by the book, puis vraiment répondre à tout le temps, ça serait une job à temps plein juste de réseaux sociaux. Là, ça serait 40 heures semaine. Exact. Fait que, nous, ce qui nous fait triper, c'est être dehors. C'est être dans la nature, c'est de voir des belles choses. Fait, on est quand même prêt à faire un certain sacrifice pour répondre aux gens, mais... c'est ça. mais au moins, on lit tout. En tout cas, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je lis tout. Aussi, même chose. Vraiment. C'est important de le faire aussi parce que, honnêtement, moi, sans les médias sociaux, là, à un certain point, j'aurais pas la portée que j'ai actuellement, puis ça doit être le même cas pour vous aussi. Là, mais ça m'a donné une visibilité incroyable d'avoir une page Facebook puis qu'il y a de plus en plus de gens qui suivent. Puis t'enlèves ça, mais ça serait peut-être pas mon métier présentement. Fait que je trouve ça important de mettre le temps parce qu'il y a un certain retour, puis de connecter avec les gens aussi avec qui on partage les images. Ouais. Exact. Je pense quand même que je veux dire, ça se fait, là, travailler en photographie, ou en tout cas de manière... mais tu sais, de le faire sans médias sociaux, mais c'est quand même très difficile. J'imagine mal. Surtout, ça dépend, là, mais tu sais, quand tu veux vendre du print, tu veux donner des ateliers, c'est des trucs qui marchent quasiment uniquement avec les médias sociaux. Mais ouais. Hey, le temps file, mes amis. Ça fait déjà presque 1h30 qu'on jase ensemble. Là, dans le fond, j'ai scrollé un peu au travers des questions, puis il y avait peut-être juste une question sur le web, parce que là, en fait, là,
Bon, j'ai mon interface ici, puis là, même si j'ai masqué les questions de notre médium qui lit l'avenir, ben là, ils sont encore toutes là-dedans. Fait que là, j'ai vraiment de la misère à trouver les questions qui ont été posées. Puis comme on n'a plus beaucoup de temps, fait que je pense qu'on pourra peut-être juste en prendre une de plus. Et il y a quelqu'un qui nous a demandé, en fait, je l'ai vu passer à 2 reprises, ben, quels équipements ou quelles précautions on fait pour assurer notre sécurité en forêt. Puis il y en avait une autre aussi qui justement disait, Eric, quand tu vas coucher en forêt comme ça, puis tu vas faire de la photo dans le noir, comment tu fais pour ne pas avoir peur? Fait que peut-être qu'on pourrait parler justement de comment on se sécurise, puis comment justement on pratique notre passion puis notre métier de manière sécuritaire en forêt. Ouais. Ouais, ben c'est quand même un bon point parce que, tu sais, on est toujours, on est quasiment, en tout cas, on est quasiment toujours dans des endroits réseau indisponibles, en fait. Là. On est juste pas joignable. Mais moi, personnellement, ben, quand je fais des trucs un peu plus sketchy, là, genre une grosse patente de pas rapport, genre un 40 kilos sur 2 jours, puis je couche en telle place, ben, j'avertis toujours un membre de ma famille. Dire, à chaque 12 heures, je devrais être là si jamais il y a de quoi. Puis, ils savent où je m'en vais avant même que je parte. Donc ça, c'est la première manière. La deuxième, moi, j'ai toujours un GPS avec moi. Toujours, 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 toujours. Quand je m'en vais dans la prospection de nouveaux territoires, je me crée un tracé directement en quittant mon véhicule. Fait que, je peux toujours revenir. J'ai toujours du flag orange aussi. Donc, dépendamment de si je suis off-trail ou in-trail, ben, je flague mon chemin avec des petits tapes oranges sur les arbres. Puis, c'est ça. C'est un peu ça. Mais c'est sûr qu'il faut toujours penser que, des fois, là, je vais essayer de sauter tel cliff, puis au pire, il arrivera ce qui arrivera. Ça marche pas, ça. Là. Il faut pas faire ça parce que, moi, si j'ai vraiment une crainte, c'est de me péter une jambe en beau milieu de nulle part, à l'autre bout du monde, puis qu'il faut que je colle le 9-1 de là, puis que je sois endetté pour 50 ans suite à ça. Ça me fait peur. Fait que, je centralise mes énergies pour pas que ça arrive, là, justement. Ouais. Nice. Ben, dans mon cas, on dirait que quand je vais à la montagne ou en forêt, je vais prendre des valeurs sûres parce que je suis moins à l'aise sur terre que dans l'eau, étonnamment, là, quand je fais des randonnées. Je prends plus de risques quand je vais faire de la photo sous-marine parce que je vais aller loin au large. Je vais être seul dans l'eau. Puis, je n'avertis pas forcément qui que ce soit, mais je m'assure par contre que je flotte. Ça, c'est super important. Ouais. Fait que même si je mets des plombs à mes hanches puis que je vais en profondeur pour faire de la photo sous-marine, je suis tout le temps capable de retourner à la surface. Puis ça, déjà, c'est un bon point de départ. Puis ensuite de ça, même pour me rendre aux différents lieux, c'est toujours ma planche à pagaie avec moi. Fait que déjà, tu as de quoi qui flotte, qui est immense, c'est 10 pieds de long. Qui te donne un bon point d'ancrage, puis que les gens sont capables de voir de la rive aussi, parce que j'apporte rien pour lancer un signal ou quoi que ce soit. Puis la dernière chose, c'est qu'en plongée sous-marine, quand je vais vraiment avec une bonbonne, un cylindre, ça, c'est tout le temps à 2 ou presque. Là. Parce qu'un bris technique, ça peut arriver. Quand je me base sur mon propre souffle en apnée, il y a moins de risques en mon sens. Fait que je me permets d'y aller tout seul, que ce soit l'hiver, l'été, l'automne, le printemps, peu importe. Puis en montagne, contrairement à Eric, moi, je fais des trucs que je sais où je m'en vais, je sais comment revenir. Je vais y aller tout seul, ça ne me dérange pas, mais du déjà vu, tu sais, rien de trop expédition au nouveau, contrairement à dans l'eau. Je garde ça relativement safe pour vrai. Mais tu sais, je pense peut-être que ça frappe un peu l'imaginaire de se retrouver en forêt la nuit ou le soir ou avec des animaux sauvages, mais ça reste quand même que au Québec, on n'a pas, il n'y a pas de serpent venimeux, il n'y a pas de cougar, il n'y a pas de grizzly, tu sais. Déjà, à la base, le risque qu'il arrive un accident avec la faune, c'est quand même peu probable, tu sais. Je pense, je me rappelle la dernière fois, là, il y avait quelqu'un qui demandait, j'avais lu, je pense, dans les commentaires, si on amenait du poivre de Cayenne, des trucs comme ça, tu sais. Puis je pense que, d'abord, de connaître justement le terrain où on va et le comportement des animaux ou de ce qui peut arriver. Juste le fait de savoir s'il a plu la veille, là, OK, le sentier va-tu être sa grosse boîte, là, juste de savoir un peu à l'avance ou le comportement des animaux, si tu croises un orignal puis les oreilles couchées en arrière de la nuque, il faut que tu saches que c'est quoi ça veut dire parce que c'est là. C'est quand tu n'es pas préparé ou quand tu connais pas ces situations-là que les accidents arrivent, surtout justement la nuit, parce que on marche avec une lampe frontale, puis là on voit juste notre faisceau, en fait, on voit pas ce qui est autour. Ouais. Fait que je pense que c'est peut-être ça, justement, de bien connaître le territoire
au moins, tu sais, même si c'est juste un sentier, de juste bien connaître quand même ce sentier-là avant d'aller faire une rando de nuit. Là, tu sais. Moi, je suis jamais allé faire un sentier de nuit que j'avais jamais fait avant le jour. Ouais. Tu sais, sinon, c'est quand même touché quand même. Tu sais, il peut arriver des trucs. Puis moi, je chante la nuit. j'ai, j'ai cette habitude-là. Ça évite les rencontres. Tu sais, quand je suis allé au Mont-Saint-Alban la dernière fois à Forion, puis sur le sentier, je vois des immenses tas de caca d'ours. Là. Ah, mais tu sais, frais, là. Tu vois quasiment la boucane qui sortait. C'est, oh boy, ok. Mais là, mais tu sais, dans ce temps-là, tu fais du bruit. Puis là, j'avais pas de bâton, rien. Fait que là, ben, je chantais. Tu fais rouler la pierre. Ouais. Puis ben. Ouais. Au moins, t'es sûr comme ça, tu sais, c'est d'être visible, puis au moins, il arrive pas de bad Mm. luck, parce que tu sais, quand même, ça arrive souvent. Là. C'est ça pour la photo de paysage, la photo animalière, ben, tu sais, souvent, on part, puis il fait noir. Ouais. Tu sais, c'est. Ouais. Puis des fois, je pense, que même le- les plus gros dangers, je trouve, des fois, sont même juste, même sur la route, là, tu sais, croiser un animal dans un sentier, c'était lequel? Le croiser quand tu roules à 100 km/h sur l'autoroute, Ouais. moins le fun. Pas mal plus Ouais. épeurant, là. Ouais, moi, l'année passée, j'ai croisé une famille qui avait frappé un orignal. Heureusement, il n'y avait pas de blessés. Mais c'est dans une Honda Civic, là, mais le char était défoncé. Là. En fait, il a roulé sur le char. Ils ont vraiment été chanceux. Là, mais en tout cas, bref, ça m'a marqué à vie. Ouais. Fait Si que, je peux, Jérémy, revenir à la question. C'était quoi la question de la madame? Parce que j'ai pas répondu. Ou du monsieur, je m'en souviens pas. c'était concernant Dormir en forêt. T'as peu la question de la madame. Je pense qu'elle disait que c'est quoi être sécuritaire quand on dort en forêt ou comment Ah ne ouais, pas. ben c'est ça, ben c'était par rapport, elle disait comment tu fais pour ne pas avoir peur, justement quand t'es en forêt, puis que mettons, tu vas faire du camping ou t'es en Ah, ok, plein ok, milieu ok, du ok, bois, là. ok. Ok, ok, ok. Ben, tu sais, si je prends juste l'exemple de mon dernier trip, tu sais, là où j'ai installé mon hamac, avant même de choisir mon lieu de campement, j'avais fait sur un rayon là, d'à peu près là, 200 mètres tout le tour. Fait que, tu sais, j'avais noté pas mal toutes les traces qui se passaient là, s'il y avait de l'ours qui fréquentait le coin, s'il y avait du coyote, s'il y avait n'importe quoi. Là. Puis il y avait vraiment juste des traces d'orignaux. Fait que je me suis senti safe de vraiment comme Hmm. mettre ça là. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, on peut. Tu sais, j'ai siesté le lendemain, là, puis j'avais mes pieds là, au bout de mon hamac, puis c'est une citelle à poitrine rousse, c'est ça le nom? Citelle à Et- poitrine rousse, ouais. Ou rousse ou blanche. Puis elle est venue se poser vraiment sur ma grosse orteil, directement sur ma grosse orteil, puis ça m'a comme un peu fait le saut. Puis ben, tu sais, c'est ça qui est le fun de ces trips-là, d'être en pleine Ouais. nature, là, c'est qu'on vit des affaires par rapport, là. Ouais. Vraiment extraordinaire, là. Je sais pas si je comptais une anecdote rapide, là, mais à un moment donné, justement, j'étais allé, tu sais, on peut pas aller en Gaspésie et pas manger de fruits de mer, là, fait que je m'achète des grosses sections de crabes à Saint-Anne-des-Monts, puis après ça, je m'en vais dans le parc. Puis je couchais au Mont-Jacques-Cartier, puis fait que là, je mange mon crabe. J'avais une petite Corolla dans ce temps-là. Je mange mon crabe sur le char. Puis après ça, je reprends la route de bois. Puis là, je m'en vais vers, je sais pas par où je m'en allais, Murdochville, ou en tout cas, tu sais, c'est vraiment la route de terre. Puis à un moment donné, bon, j'étais un peu fatigué, fait que je me trouve un spot. Je m'arrête, puis je monte la tente sur le bord. Il y avait un petit chemin forestier. Fait que là, je pique la tente directement à côté de la voiture, puis tu sais, la voiture était pleine de poussière, puis là, je me lève vers 1h du matin parce que je voulais descendre à Percé pour aller sur l'île Bonaventure, puis je me lève, je commence à packer le stock, puis j'arrive pour ouvrir le coffre pour, pour ranger le stock dedans, puis je te dis, tout mon coffre a été liché, là. Il y avait comme un gros rond qui avait plus de poussière dessus, parce que probablement le sel... Fait que là, je sais pas si c'est un ours qui a senti Ou un l'odeur de orignal. poisson ou un orignal qui est venu licher le sel. Mais tu sais, il est passé, C'est il bon. était à côté de la tente, puis j'ai jamais rien entendu, là. Après ça, quand j'y repense, je vois, ouais, c'était pas très très brillant, là, tu sais, manger du poisson pour aller dormir à côté du char, là, mais Ouais, ouais, ouais. bref. À ne pas refaire. Ouais, non, c'est ça. Mais bref, hey, c'était super le fun, les gars. Encore une fois, Ouais, de vous retrouver. C'était super cool. C'est quand même une merci. bonne heure et demie de belles discussions. Merci Plaisance. beaucoup. Ouais, c'est vraiment nice. Je pense que pas mal tout le monde, en tout cas, je vois rapidement passer un peu les commentaires. Puis bon, je pense que tout le monde est assez content de ce live-là. Donc, on va jeter un petit coup d'œil, bien évidemment, à tous les commentaires qui ont été publiés. Faites-vous-en pas. Mais c'est difficile de le voir live, justement, quand on parle puis qu'on discute, de voir tout
tout ce qui se passe. Fait que c'est ça. Yup. Merci beaucoup. Fait que, dans le fond, merci à toi. Peut-être en terminant, je peux quand même inviter les gens si, c'est sûr, on parle un peu à comment on dit ça, à un public qui est déjà gagné d'avance, mais dans le sens que, si vous voulez aller voir nos médias sociaux, allez les voir, sont dans la description du live, puis dans le fond, de voir nos prochaines aventures et tout ça, ça va être publié justement sur nos réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci à tout le monde à la maison. Puis on se voit une prochaine fois. Bye tout le monde. Salut, Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao.